Vous avez fait des greffes dans le monde entier. Vous avez dirigé pendant 20 ans l'un des premiers services de greffe de foie en France. Le monsieur est ouvert, il attend, et le foie, il est par terre. Qu'est-ce qu'on fait? On a pris le foie, on l'a badigeonné avec de la bétadine. Mais la règle, c'est d'aller le plus vite possible entre le moment où on prélève et le moment où on greffe. Ça, c'est de la magie. Non, c'est de la médecine. Et je vais voir cet homme dans sa chambre. Il était par terre. J'ai pris la pince, j'ai arraché les agrafes, pris une paire de ciseaux, j'ai coupé les fils de la paroi et j'ai plongé la main dans le ventre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Karim Boujedjema. C'est un chirurgien spécialisé dans la greffe du foie. Il va nous donner beaucoup d'anecdotes, nous raconter beaucoup de choses qui sont arrivées dans sa carrière. Vous allez voir, c'est un ponte dans son métier. Il va nous expliquer déjà pourquoi parfois le foie va mal, qu'est-ce qui fait du mal à nos foies, qui peut faire des greffes, comment est-ce qu'il récupère aussi les organes parfois dans d'autres villes, même dans d'autres pays. Ils ont parfois besoin d'utiliser des hélicoptères, même de l'armée. Vous allez voir, il va nous raconter beaucoup d'anecdotes qui sont arrivées. Même une fois où un foie est tombé en pleine opération de greffe, ils ont dû le ramasser par terre, le nettoyer, puis le remettre. Ils n'avaient pas le choix pour sauver la personne. Il va nous raconter beaucoup de choses. Et juste avant de commencer l'émission, je voulais remercier notre partenaire, c'est Paris La Défense Arena, qui est la plus grande salle en intérieur d'Europe, qui est juste à côté de Paris, qui peut accueillir des concerts entre 15 000 à 45 000 personnes en fonction de la configuration. Il y a eu le concert, par exemple, de Gims, d'Iron Maiden, du rappeur aussi Kendrick Lamar. Et c'est aussi le stade de rugby, le Racing 92, donc c'est leur stade à eux. Et donc là, vous voyez par exemple 3 photos. On dirait pas du tout que ça s'est passé au même endroit, et pourtant, bah si. On est très très content d'être partenaire, voilà, de Paris La Défense Arena. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo sur YouTube le planning exact des différents événements qu'il y a dans la salle. Et vous pouvez les suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ils ont plus d'1 million d'abonnés aujourd'hui, donc je vous mettrai tous les liens pareil dans la description. Donc voilà, on les embrasse, Paris La Défense Arena. Et c'est parti maintenant avec Karim Boujedjema, qui est chirurgien spécialiste de la greffe du foie sur Légende. On y va. Bonjour, je suis Karim, je suis un chirurgien un peu particulier parce que toute ma vie, j'ai fait des transplantations d'organes et notamment des greffes de foie. Ben voilà, on va parler de ça. Bienvenue, Karim. Je vais reprendre le clap. Bienvenue, merci de prendre le temps. Vous habitez vous êtes où? Dans quel coin de France? J'ai travaillé 26 ans à Rennes. Vous travaillez toujours? Je viens d'arrêter. Vous venez d'arrêter? Mais je continue quand même de travailler parce que je profite de ma retraite pour faire ce que je n'avais jamais eu l'occasion de faire. C'est-à-dire continuer d'enseigner, continuer d'apprendre aux autres, faire des conférences ici et là, et puis aller opérer là où on a besoin de mes compétences. Je vous aime bien, je profite de mon temps pour couper du bois, on en parlait juste avant. Il faut faire attention avec la tronçonneuse. Il faut, oui. Vous disiez, parce que vous greffez des foies, on va en parler, on va raconter votre parcours, c'est le principe de l'émission ici, on va faire le parcours de l'invité. Vous avez fait des greffes dans le monde entier, vous avez dirigé pendant 20 ans, c'est ça? 20 ans, oui. Un service de greffe, enfin, l'un des premiers services de greffe de foie en France, d'ailleurs. C'est ça. Vous avez déjà utilisé un hélicoptère de l'armée pour aller chercher un foie, parce qu'il faut aller chercher parfois. Vous voyez on voit des motos parfois, ou des voitures avec marqué urgence greffe. Et oui, et dans cette chaîne d'événements qui conduisent à la transplantation, il y a parfois des hélicoptères, des jets privés, des avions à réaction. Et quand je raconte mes petites histoires, les gens ne me croient pas. Quand on a commencé à faire de la transplantation, à l'époque j'étais jeune, interne, j'étais à Strasbourg, et on utilisait les avions de l'armée pour aller prélever, parce qu'il n'y avait pas tout le système qui est organisé aujourd'hui avec les avions civils qui sont loués par les hôpitaux pour que l'on se déplace. C'était des Paris, c'est des espèces de petits jets de démonstration où on était... comme ça, avec notre glacière. Ils vous emmenaient, vous? Ils nous emmenaient, oui, bien sûr. Ouais. Alors, on montait derrière, comme ça faisait un potin pas possible. Et on se baladait, comme ça, dans toute la France pour aller chercher un foie à Marseille, à l'étranger, parfois à Hanovre, en Italie, en Suisse, voilà. Incroyable. Vous allez nous raconter d'autres anecdotes. Vous avez vu tomber un foie par terre en pleine opération. On va raconter un peu tout ça. Vous allez nous expliquer aussi le don d'organes. Qui est donneur? Qu'est-ce qu'on peut donner? Alors, pour être précis, vous êtes au service de chirurgie hépatobiliaire et digestive du CHU de Rennes. Qu'est-ce que ça veut dire, chirurgie hépatobiliaire? Chirurgie du foie et des voies biliaires. Le foie, c'est le gros organe qu'on a là, sous les côtes. À droite. Le ventre. C'est le plus gros des organes intra-abdominaux. Ça fait à peu près 1,5 kg de masse compacte, et à l'intérieur duquel il y a des canaux biliaires. Et ces deux éléments peuvent avoir des maladies différentes.
donc hépatique et biliaire. Il y a beaucoup de transplantations du foie, de greffe, etc., ou c'est assez peu? Alors, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de demandes. Il y a environ entre 5 et 6 000 greffes d'organes qui sont réalisées chaque année en France. Les gens ne savent pas ça. C'est beaucoup. 6 000 greffes d'organes. Il y a environ 3 500 greffes de reins, et environ 1 500 greffes de foie, et le reste, ce sont les greffes de cœur, les greffes de poumons, les greffes de pancréas, parfois des greffes combinées. Enfin, il y a une activité de transplantation qui est très importante. C'est quoi la plus facile à faire? C'est le foie ou c'est Le foie, c'est le plus compliqué. Le plus facile, c'est le cœur. C'est vrai? Oui, le plus facile, c'est le cœur. Parce que les vaisseaux du cœur sont gros, ils sont à peu près comme ça, là. Ouais. Et faire une suture là-dessus, c'est facile. Mais enfin bon. C'est quoi, c'est 4-5 cm de... Oui, c'est ça, à peu près 4-5 cm de diamètre. Donc c'est assez simple. Et ça va assez vite. Une greffe de cœur, ça dure 1 heure. Ah, waouh! Maximum. C'est la préparation qui est un petit peu longue. Mais la greffe de cœur est un peu... Pour une transplantation cardiaque, c'est ça? Prendre le cœur de quelqu'un pour le mettre sur quelqu'un d'autre? Oui, le mettre simplement, c'est environ 1 heure. Mais prendre le cœur chez quelqu'un, le transporter et l'amener, c'est entre 4 et 8 heures de travail. Il y a plein de questions sur la greffe. Si oui, on se coupe un doigt, ce qu'il faut faire, vous allez nous donner vos conseils, c'est intéressant. Très bien. Et alors, le plus dur, le plus compliqué, c'est le foie. Parce que pour greffer un foie, il faut d'abord l'enlever. Alors, enlever un foie, c'est une opération difficile, surtout quand le foie est malade. Parce qu'il y a souvent ce que l'on appelle une cirrhose du foie. Ça, tout le monde connaît. C'est qu'on est alcoolique ou rien à voir? Ça arrive, mais ce n'est pas la cause principale. Unique. Oui. Aujourd'hui, il y a une maladie qui nous guette tous. C'est ce que l'on appelle le syndrome métabolique. Là, il faut retenir, syndrome métabolique. C'est ce que l'on mange tous les jours qui nous amène à prendre du poids. Et quand on prend du poids, on surcharge un peu son foie, qui devient gras. Et puis de gras, il devient fibreux. Et de fibreux, il devient cirrhotique. Et puis voilà, la maladie arrive. Et puis il y a un cancer qui peut se greffer dessus. Et donc il faut à un moment, il faut greffer, il faut l'enlever et la remplacer par un foie à tout neuf. Alors là, il y a beaucoup de sutures à faire. C'est tout petit, c'est long. Une greffe de foie, quand j'ai commencé à faire ce métier, c'était au début de la transplantation hépatique. On dit transplantation aussi. C'était dans les années 83, 84, 85. On mettait 10-12 heures pour faire une greffe de foie. Le plus qu'une greffe ait duré, 24 heures, un petit peu plus de 24 heures, au bloc opératoire. Non-stop. Non-stop, debout, la plus grande déconcentration. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment, hein, parce qu'on était épuisés, évidemment, à la fin, mais celui qu'on greffait, c'était un de nos confrères, et médecin aussi, il était hors de question, enfin, pas moins qu'un autre, mais il y avait une charge émotionnelle terrible ce jour-là, donc rincé, épuisé, je me souviens toujours, ma femme s'en souvient aussi très bien, je rentre chez moi et il doit être à 3h ou 4h du matin, je me couche, je m'endors et 1 ou 2 heures après, bing, le téléphone sonne et on me dit il faut tout de suite revenir parce que ça saigne. Donc après 24 heures de chirurgie, on revient et c'est reparti comme ça pour plusieurs heures de dur de se concentrer si longtemps. C'est un métier épuisant, mais tellement passionnant que finalement on ne sent pas la fatigue. Vous allez nous raconter aussi les effets. Une greffe sur une petite fille de 4 ans. Oui. Comment ça se fait qu'on peut avoir besoin comme ça, si tôt d'une transplantation? Parce qu'il y a beaucoup de maladies du foie chez les enfants. On peut avoir la malchance de naître avec des malformations, des voies biliaires justement, ça s'appelle l'atrésie des voies biliaires et souvent ça se termine par une greffe à l'âge de 3-4 ans. Mais l'intervention dont j'ai parlé, une petite fille de 4 ans, c'était dans des conditions différentes et tout à fait extraordinaires. Cette petite fille avait été mise chez sa nourrice par ses parents, qui étaient des gens très bien, très cortiqués. Le père était médecin ou pharmacien, je ne me souviens plus très bien. Et la nounou, voulant bien faire, elle avait plusieurs enfants d'ailleurs ce jour-là, chez elle, voulant bien faire, leur a fait des champignons. Et elle a mis dans la poêle des champignons que son mari avait cueillis. Et il y avait... Pour les enfants, déjà pour les adultes, il faut faire attention, mais pour les enfants... Oh, c'est pas le pire qu'on ait vu. Mais et donc, elle avait mis des amanites phalloïdes.
Et les amanites phalloïdes sont des champignons extrêmement toxiques qui détruisent le foie. Donc 24 à 48 heures après, 1 à 2 jours après avoir mangé les amanites, cette petite fille a commencé à vomir et puis rapidement à sombrer dans le coma. Et on a très vite fait le diagnostic. Il a fallu retrouver l'origine de l'intoxication. Et quand le foie est détruit par une amanite phalloïde, il n'y a qu'une seule façon de la sortir de l'ornière, c'était de la greffer. Le problème, c'est que des foies de petite taille, parce que 4 ans, c'est pas grand, hein, des foies de petite taille, ça court pas les rues. Or, la greffe, il faut qu'on la fasse dans les 24-48 heures. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le premier foie d'adulte venu, on l'a coupé. Oh, wow. On l'a coupé et on n'a greffé qu'une petite moitié. Donc, elle va très bien aujourd'hui, il y a plus de 30 ans maintenant. Incroyable. Ouais, elle va Ça très s'est bien. adapté? Ça s'adapte. Alors, le foie, c'est probablement une des choses qui m'a fasciné dans la chirurgie de cet organe. Le foie, on dit qu'il régénère. En fait, il ne régénère pas. Il est extrêmement souple, il est extrêmement malléable. Si on en enlève une moitié, l'autre moitié gonfle, grossit. Remplit le vide. Et remplit le vide, exactement. Alors, les mécanismes qui amènent à ce phénomène, donc d'hypertrophie, c'est comme ça qu'on dit, plus que régénération, d'hypertrophie du foie, ben commencent à être connus. On ne connaît pas tout, mais alors ce qu'on ne sait pas du tout, c'est pourquoi ça s'arrête à un moment. Pourquoi est-ce que le foie s'arrête de grossir? En fonction des besoins du corps de chacun? Probablement, il y a probablement des substances qui sont sécrétées, il y a des messages qui sont envoyés par le cerveau, on ne sait pas. Il y aura tout à l'heure témoignage d'une personne qui a été greffée, qui viendra en plateau à côté de vous. Vous ne saviez pas, mais je vous préviens maintenant, pour vous tous et vous aussi. Vous allez voir comment son foie s'est arrêté, pour quelles raisons. C'est hallucinant. J'ai vraiment appris quelque chose en préparant l'émission. Et tout à l'heure, on aura aussi Sébastien qui a pris des objets insolites de l'histoire de la médecine, très anciens. Vous allez voir, on remercie ceux qui nous les ont prêtés et on va vous montrer et vous expliquer les objets, à quoi ils servaient, etc. Il est possible que je retrouve des instruments dont on se sert encore aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Non, je plaisante. Est-ce qu'un scalpel, par exemple, Oui. qu'on utilise en médecine, est-ce que c'est ancien? Ça a été un des premiers outils utilisés en chirurgie. Je ne sais pas, ça doit dater du 16e, 17e siècle. Et on s'en sert encore aujourd'hui. Alors évidemment, ça n'est pas exactement le même instrument. Les lames qu'on utilise sont jetables aujourd'hui, consommation oblige, mais elles coupent beaucoup mieux aussi. Qu'avant, Donc, ouais. Mais l'ouverture de la peau, c'est le premier temps de la chirurgie. On est obligé d'y passer. Voilà. C'est plus ou moins grand, mais il faut couper. Vous êtes né en 57, Oui. en 1957, en Algérie. Vos deux parents sont médecins. Vous êtes une famille... Alors, mon père était médecin généraliste et ma mère pharmacien. Enfin, dans le milieu médical. J'ai grandi dans un milieu très, très imprégné de médecine. Vous êtes né à Constantine? À Constantine. En pleine guerre d'Algérie, du coup, à l'époque? Non, oui, c'est ça, à 57, oui. C'est ça. Absolument, oui. En pleine guerre d'Algérie, oui. Votre père vous a raconté ce qu'il voyait en tant que médecin, justement, à cette époque? Ouais. Et je pense que c'est probablement là que j'ai un petit peu pris le virus de mon métier, ou en tout cas de la médecine, et de ce que je ferais plus tard. Parce que je me souviens qu'il nous racontait la manière dont il extrayait. Il était médecin généraliste, hein. Avec une pince, il arrivait à extraire des balles. Les gens venaient le voir d'un peu partout, voilà. Et il arrivait à extraire. Et moi, tout môme, gauche, je le regardais, j'étais absolument fasciné par mon père. Mon père qui enlevait les balles des blessés et qui donc les sauvait. Ils allaient mourir. Et il enlevait la balle et ça... C'était le sauveur, quoi. C'était le sauveur, voilà, c'était le sauveur. Vous avez deux frères Ouais. qui sont médecins aussi. Ouais, pas très original. Famille de médecins. Famille de médecins. Alors, il y en a un qui est psychiatre, c'est médecin aussi. Ouais, monsieur aussi. Psychiatre, et l'autre qui est chirurgien esthétique. Après, vous avez quitté l'Algérie à 15 ans, à l'époque, Oui. pour passer le bac en France. Voilà. Vous avez commencé par des études de médecine à Paris, puis après à Strasbourg. En fait, Tout à combien fait. de temps d'études pour faire votre métier aujourd'hui? C'est pour comprendre toutes les anecdotes que vous allez nous raconter après, mais pour comprendre le parcours avant. Alors, les études de médecine, c'est long, c'est très long. C'est quoi? C'est difficile, mais c'est passionnant. Et on ne voit pas le temps passer. C'est absolument extraordinaire. La base, c'est 7 ans. C'était à mon époque, et c'est un petit peu moins long aujourd'hui, c'est 6 ans, la base. 7 ans, et après, on fait 4 à 5 ans d'internat. Donc, voilà. Ça fait 12-13 ans.
Et après, il y a ce qu'on appelle le clinica, où on devient un chirurgien mature, senior, qui a des responsabilités, qui tient une salle, comme on dit, une salle où il y a des malades. Enfin, il est responsable, il y en a un responsable. C'est entre 2 et 4 ans. Et donc, au terme de 15 ans d'études... 15 ans d'études. Vous commencez à travailler à quel âge? J'ai commencé, je devais avoir 22-23 ans. Mais je suis toujours resté en milieu hospitalier. Je ne me suis jamais installé. J'ai fait une carrière universitaire et donc à l'hôpital, toute ma vie à l'hôpital public. Alors que quand on doit s'installer, je pense qu'on commence à travailler à 32-33 ans. Donc c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune, pas tout jeune, ouais. Avant de raconter des anecdotes, mais comment vous découvrez la greffe et le milieu de la greffe? Comment Par hasard. Par hasard, mais j'y crois pas, en fait. Je revenais de mon service militaire. J'ai fait mon service militaire sur l'île de la Réunion. Pire, hein. Mais enfin bon, j'ai pas passé mon temps au soleil, j'ai beaucoup travaillé. Je reviens, c'est au mois d'août, et j'étais encore interne en fin d'internat. Les semestres démarrent, si je me souviens bien, le 1er septembre. Et on était fin août, je m'ennuyais. Et quand un interne en chirurgie s'ennuie, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'hôpital. Voilà. Donc je vais à l'hôpital, je vais dans l'allée des services des hospices civils de Strasbourg. J'ai un énorme truc comme ça en plein centre-ville. Et là, il y a une voiture qui arrive avec un de mes patrons. Un homme pour qui j'avais beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration, parce qu'il était un chirurgien hors pair, un homme d'une élégance hors pair. Enfin, vous savez, dans la vie, vous avez comme ça des gens qui vous fascinent. Et puis, quand vous êtes jeune et malléable, vous n'avez qu'une envie, c'est de lui ressembler. Et oui, et donc on appelle ça... On a tous eu des modèles comme ça. Des mentors, ça s'appelle un mentor. Je regrette que ce mot ait un petit peu disparu dans la formation des plus jeunes, mais avoir un mentor, c'est fabuleux. Il suffit de regarder comment il fait et de continuer. Bon. Il était là, dans l'allée, en voiture, il descend de sa voiture et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je lui dis « Je m'ennuie. » Il me dit « Hop, tu viens avec moi. » Bon, c'est sur ce ton-là, hein, parce que hors de question de ne pas dire oui à son patron. Hein, voilà. Et donc, il m'emmène avec lui, il m'emmène en salle d'opération, et il y avait une greffe de rein à ce moment-là. Il me dit, je vais faire une greffe de rein, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bien sûr. Hein, Et là, je crois qu'il a eu l'intelligence, parce qu'il ne faisait jamais rien au hasard, de me donner la main. Il m'a dit, vas-y, tu fais. Alors, pour un interne, en dernière année d'internat, faire une greffe de rein, c'est le Graal. Ça y est, Superman. Et je pense que c'est là que j'ai pris le virus. Parce que, en plus, j'ai vu un organe... J'ai touché au produit, quoi. J'ai touché au produit, j'ai fait des sutures délicates, des sutures qui demandent une gestuelle experte. On est très content de faire ce geste-là, on est très fiers de le faire. Puis surtout, ce qui m'a fasciné, c'est qu'une fois que l'on a enlevé les clans, quand on lève les clans, c'est-à-dire quand on revascularise l'organe, quand le sang revient dans l'organe, il reprend une couleur normale, et puis on voit de l'urine qui commence à couler à partir de l'urtère. L'urtère, c'est le conduit qui emmène l'urine depuis le rein jusqu'à la vessie. Et ça remarche tout de suite, fabuleux. C'est une machine. C'est une machine. Et vous avez un malade qui était en insuffisance rénale, qui n'avait pas de rein, qui était condamné à vivre et à passer à la machine à laver 3 nuits par semaine, 3 fois 9 heures. Donc c'est pas une vie, hein, c'est-à-dire, et qui tout d'un coup n'est plus insuffisant rénal. Et ça, quand vous êtes jeune, quand vous êtes médecin, quand vous êtes chirurgien, que vous êtes ambitieux, que vous voyez ça, vous dites c'est pas possible, je ne peux pas faire autre chose que ce métier. Et ça a été vrai pour le rein, ça a été vrai pour le pancréas. Quand vous avez un jeune qui est diabétique, qui peut plus rien manger, qui est maigre comme un clou, quand il sort de l'hôpital, il mange des barres de Mars et il reprend de la vie, c'est formidable. Et avec le foie, c'est encore plus extraordinaire. Les malades sont moribonds quand ils arrivent à l'hôpital. À l'article de la mort. À l'article de la mort. À l'article de la mort, un pied dans la tombe. Et 3 semaines après, vous le croisez dans le couloir, vous ne le reconnaissez plus. Il a repris du muscle. Il se tient. La meilleure mine. Il est plus jaune, il se tient droit.
Et il vous dit « Bonjour docteur, oui bonjour monsieur, je ne me reconnaissais pas », comme ça. Hein. Ça doit faire plaisir de sauver des gens. Incroyable, oui. Et on n'est jamais blasé de ça. Parce qu'on a vraiment le sentiment de faire de très belles choses. C'est viscéral. Et puis on voit tout de suite le résultat. Vous voyez tout de suite que ça marche, la greffe ? Ça marche, oui. Vous pouvez le voir, vous branchez, vous dites... Ah oui, avec l'expérience. Sur le foie, ça se voit tout de suite ? L'expérience compte énormément dans la greffe de foie. D'abord, quand on voit un foie chez un donneur, avant de le prélever, on dit il est bon ou il n'est pas bon. Premier coup d'œil. Ah, vous voyez ce que c'est qu'un beau foie d'un foie abîmé ? Tout de suite. Et quand mon patron m'appelait, quand je prélevais des foies pour lui, il me dit alors il est bon ? Je lui dis oui, il est bon. Pas bon ? J'avais pas intérêt à me gourer. Donc ça a un peu de... Comment dire ? Ça met un peu de pression. J'ai entendu que ceux qui essayaient de se suicider au Doliprane, c'était tout de suite, il y avait une greffe, ça tuait le foie. Alors le Doliprane, effectivement, le paracétamol, qui est le nom générique, peut être toxique pour le foie au-delà de 4 grammes par jour. C'est-à-dire 4 Doliprane, de 1 gramme. 4 paracétamol, 4 cachets. Ouais, au-delà de 1 jour. Ça, quand en France, on ne vend pas le Doliprane en quantité extraordinaire. Voilà. Mais à 12 grammes, comme ça commence à devenir très, très, très dangereux. Et au-delà de 12 grammes, on fait ce qu'on appelle des hépatites fulminantes au paracétamol. Ça a été pendant longtemps la première cause de suicide, notamment chez les jeunes femmes en Angleterre, parce que le paracétamol était vendu librement dans les rayons des supermarchés. Donc, surtout les jeunes filles qui avaient une tendance suicidaire ne trouvaient pas d'autre moyen efficace de se suicider que de prendre du paracétamol à dose massive. Les Anglais étaient les champions du monde de la transplantation pour des hépatites fulminantes au paracétamol. Oui, à cause de ça. Et j'avais comme ça défini des tas de critères. Quand est-ce qu'il faut greffer, quand est-ce qu'il ne faut pas greffer, enfin voilà. Vous allez nous parler du foie qui est tombé dans un instant, on va parler d'anecdotes comme ça, mais juste, combien il y a de personnes pour comprendre comment se passe une greffe ? Vous êtes à l'hôpital, il y a combien de personnes donc vous êtes là, il y a des assistants, comment ça marche ? Dans la salle d'opération, on peut être jusqu'à 10 personnes. Alors, il y a une table d'opération, le malade est allongé sur la table d'opération. À la tête du malade, il y a l'équipe d'anesthésie. Ils sont 2, 3. Donc, déjà, parce que c'est une anesthésie sophistiquée. Il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de machines, beaucoup de surveillance. Et puis, du côté maintenant, dans le champ opératoire, il y a 3 à 4 opérateurs. Il y a le chirurgien en premier, il y a son assistant qui est en face de lui, il y a le deuxième aide qui est à sa gauche, et le troisième aide parfois, qui est souvent l'étudiant en médecine, quand il n'est pas tombé dans les pommes, parce que ça... C'est aussi codifié que ça, c'est vraiment chacun à son poste précis. Non, la greffe de foie, c'est très, très, très codifié. Rien n'est fait qui relève du hasard. C'est un peu comme un mécano à qui on dit « tu vas me changer le moteur de cette voiture ». Il y a une fiche, et puis il y a des lignes. Et comme un pilote de ligne avant de décoller. C'est exactement de ce niveau-là, oui. J'ai entendu, est-ce que c'est vrai, que certains chirurgiens mettent de la musique pour opérer, pour les aider psychologiquement ? Oui, ça peut arriver, Je n'étais pas de ceux-là, mais ça peut arriver. Vous ressentiez quelque chose quand vous opériez ? Vous étiez stressé, avec de l'émotion, ou au contraire, il faut être froid et penser qu'à son travail ? On ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'émotion quand les choses ne se déroulent pas exactement comme on le souhaite. En tout cas, alors il y a des chirurgiens qui perdent un peu les pédales, c'est clair, mais l'immense majorité des chirurgiens gardent suffisamment de calme pour gérer la situation. Mais si on mesurait leur pression artérielle et si on avait la capacité de prendre leur pouls à ce moment-là, ça monte très haut. Parce qu'il y a parfois des situations excessivement périlleuses, quand ça saigne. C'est un gros problème, c'est quand ça saigne, et dans les greffes de foie, ça peut saigner beaucoup. Ça peut saigner jusqu'à 25-30 litres. Les transfusions peuvent atteindre des niveaux de 100 à 150 poches de sang. Ça, vous en rajoutez, ça coule. Ça coule par terre, et donc il faut remplir. Et voilà, et c'est pas par terre, c'est dans les aspirateurs. Parce que ça se présente mal, parce que le foie n'est plus là, il n'y a plus de coagulation, parce que ça peut être très, très compliqué.
Et parfois, le cœur s'arrête. Boum. Alors là, ça devient encore plus compliqué. Ça vous arrive parfois? Ça vous est arrivé, j'imagine, sur une grande carrière comme la vôtre? Ça arrivait très souvent. Très souvent. Alors, le cœur s'arrête, mais c'est pas grave. Si, c'est quand même pas une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose, c'est une complication, mais dans le calme, tout le monde garde son calme. On enlève les écarteurs, ce qu'on appelle les écarteurs, vous savez, qui maintiennent la plaie abdominale ouverte. Et on commence à faire un massage cardiaque. Et vous avez derrière une équipe d'anesthésistes hyper entraînés qui vous disent « tu continues de masser, tu continues de masser ». Alors on masse 10 minutes, un quart d'heure, on masse. Alors, quand ça se passe, il dit « non, j'ai toujours pas de signal électrique, tu continues de masser ». Et puis, dès qu'il y a une petite activité électrique qui apparaît, qui dit « ok, on choque ». Hop, alors nous, on s'en va, parce que sinon, on se fait foudroyer. Ah oui, à ce point-là. Oui. Et ce serait un coup de jus, vous pourriez dire je ne sais plus combien de milliers de volts. Et on voit où ça boum, fait sauter. Voilà. C'est pour mettre le cœur en synchronisation, et puis hop, ça repart. Ça, c'est assez fabuleux. Ça, c'est de la magie. Ouais. Non, c'est de la médecine. Non, mais il y a un truc de magique quand même quand on s'arrête et qu'on repart. Oui. On est très heureux. Même, oui, tout à fait. Ça peut ne pas repartir. Alors on recommence, on remasse, 3 fois, 4 fois, 4 chocs électriques. Et parfois, ça repart qu'au 4e choc. Et le lendemain, quand vous allez voir le malade, il va très bien. Il dit « bonjour docteur ». Vous n'avez pas mal ici? « Docteur, j'ai un petit peu mal ici au sternum ». J'ai dit « c'est pas grave ». Vous avez dit quelque chose quand on prépare l'émission, vous avez dit c'est mon endroit préféré sur Terre, la salle d'opération. C'est vrai. Parce qu'on fait des belles choses, parce que les chirurgiens aiment toucher, aiment opérer, parce que c'est un endroit totalement isolé. C'est un peu comme dans le studio, là. Le monde extérieur, c'est fini. On connaît tout le monde. On sait où tout le monde se trouve. On est aidé, on est bien aidé. Il y a une atmosphère. Tout le monde pousse la charrette dans le même sens. Et ça, c'est tellement, tellement satisfaisant qu'on a envie de rester toute sa vie là. Vous avez des familles parfois qui viennent pour remercier après une opération. Oui. Vous apportez des lettres, des cadeaux, ça. Oui, bien sûr. Je vais vous dire, c'est pas un moment agréable. Ah bon? Non, parce que on veut modestie oblige, on veut pas se faire remercier. On a dit, mais écoutez, vous me remerciez, mais moi j'ai fait mon boulot et puis en plus j'ai essayé de le faire le mieux possible. Vous n'avez pas à me remercier. Voilà, et donc on se fait tout petit dans ces moments-là et puis on attend que ça passe. Et, à ce point-là? Oui. Je n'ai jamais gardé un cadeau de mes malades. Je les ai immédiatement toujours offerts aux soignants qui travaillent, à l'équipe qui travaille autour et qui a un rôle considérable dans un service de chirurgie tel que celui que je dirigeais. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire quand on est tout seul. Rien. C'est l'équipe qui est derrière. Et chacun sait ce qu'il y a à faire. Enfin, c'est assez magique. Vous en parliez avant, quand il y a un décès, il y a des familles parfois pas contentes qui viennent. Ça m'est déjà arrivé. Qui vous en veulent alors que... Oui. Ça m'est déjà arrivé. J'ai dans le souvenir d'avoir opéré. C'était pas une greffe, c'était ce qu'on appelle une hépatectomie. C'est-à-dire il fallait enlever une tumeur sur un foie. Chez un jeune homme, il devait avoir une trentaine d'années. Il n'était pas vieux, le malheureux, mais il était vraiment pas bien et issu d'un milieu un peu difficile. Bon, je l'opère et ça se passe mal. Il meurt 15 jours après l'opération. Je parle à la famille, je leur explique, je sens qu'ils ne comprennent pas. Difficile d'admettre qu'on perd quelqu'un qui a 30 ans. Je comprends qu'ils ne comprennent pas. J'explique, je parle, mais je sens que ça va pas. Puis un jour, j'étais en consultation. Quand je dis un jour, c'est peut-être 3 semaines après, j'étais en consultation et je vois la famille dans le couloir. Je dis, ouille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils reviennent? Enfin, on n'est jamais rassuré quand c'est comme ça, parce que ça peut... voilà. Et donc, je fais sortir le malade avec qui j'étais et je les reçois dans mon bureau. Et puis, la sœur qui prend l'urne comme ça et boum, elle me la pose sur le bureau et me dit « c'est mon frère ». Voilà, c'est mon frère. Je veux dire que vraiment, c'est une situation où on
on n'est pas bien. On dit, mais quelque part, elle a raison. Elle a raison, mais on ne sait pas comment réagir, quoi. Alors on absorbe, on écoute patiemment, on explique. Et puis au bout de longtemps d'explication, les choses finissent par s'apaiser. Et puis on finit par être satisfait, non pas d'accepter l'échec, mais parce qu'on comprend que la famille comprend ce qui s'est passé. Et que on n'est pas des surhommes, on ne peut pas sortir tout le monde d'affaires, surtout quand ce sont des maladies extrêmement graves. On n'y arrive pas. On voit toujours des catastrophes arriver quand on regarde des émissions, des séries télé, pardon, comme j'ai noté Grey's Anatomy, Urgence, etc. Il se passe toujours un truc, bip, 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 ça part, etc. Ouais. Urgence avec Georges Clooney à l'époque, d'ailleurs. C'est quoi la pire chose que c'est arrivé où ça s'est mis vraiment que des choses imprévues qui s'enchaînent? Oui, j'en ai eu. Bon, c'est jamais comme dans Urgence, hein. C'est un peu romancé, quoi. C'est moins visuel. C'est moins visuel, oui. Non, mais il y a des jours où ça va pas. Ça va pas du tout. Rien ne va, quoi. Voilà. Alors, et puis ça finit par ne plus aller du tout. Ce qui est rassurant, au bout du compte, c'est que il m'arrive d'y penser. Heureusement que c'est pas moi le malade, quoi. Voilà, on se dit. Je peux tout encaisser parce que c'est pas moi qui suis malade. Donc, voilà. Oui, on se rend compte de la chance qu'on a de ne pas être là. Exact. Est-ce que vous avez déjà vu, du coup, un organe tomber par terre? Oui, ça m'est arrivé. Transplantation, hyper pressée. Alors, comment ça se passe dans une greffe de foie? Le foie est prélevé par une équipe. Parfois loin? Loin, Marseille. Je dis au hasard Marseille, parce que Rennes-Marseille, c'était quand même... Il y avait 2 heures d'avion. Et l'équipe revient avec la glacière, pose la glacière, il y a un petit chariot fait pour, c'est vraiment très... Voilà. Ils entrent en salle d'opération. Ensuite, il y a une équipe qui va préparer le greffon, qui est sur une petite table, à côté de la table d'opération. Il y a des champs stériles et ils opèrent le greffon. C'est-à-dire ils vont le préparer, ils vont préparer les vaisseaux. Ils vont préparer l'artère, ils vont préparer la voie biliaire, ils vont préparer la veine qui va au foie, qu'on appelle la veine porte. Ils vont préparer la grosse veine qui draine le foie, qu'on appelle la veine cave. Et quand tout ceci est bien prêt, ils vont dégraisser le foie, ils vont enlever les tissus qui pendent, faire des ligatures. Ça prend quand même 1h30, 2 heures. Hein. Et pendant ce temps, l'opérateur, lui, il enlève le foie malade. Et quand le foie malade est enlevé, il faut prendre le foie préparé et puis le mettre là. Et l'assistant prend le foie, me l'amène, et au moment où il me le passe, boum. Et le lâche. Ouais. C'est terrible, parce qu'on est en milieu, ambiance stérile, et un foie par terre, c'est plus stérile du tout. Du tout. Parce qu'en plus, on peut attraper plein de choses à l'hôpital, les staphylocoques, etc. Il y a des germes partout. Ah, sidération. Le monsieur est ouvert. Enfin, le monsieur est ouvert, il attend, et le foie, il est par terre. Qu'est-ce qu'on fait? Même le fait de se baisser pour le ramasser, c'est une ineptie. On n'a jamais ramassé un truc pour le mettre dans la... Mais on ne peut pas s'arrêter non plus, on ne peut pas le laisser sans foie. Parce que si vous le mettez sans foie, il décède ou il y a quelques heures? Il décède, sauf dans quelques situations exceptionnelles. Je pourrais raconter d'ailleurs, parce que c'est tout à fait extraordinaire. Donc, qu'à cela ne tienne, on a pris le foie, on l'a badigeonné avec de la bétadine partout, on l'a mis dans la cavité abdominale, on l'a transplanté, et les suites ont été... Parfaites. C'est vrai? Il ne s'est jamais rien passé. Vous êtes allé le voir le lendemain pour voir si tout allait bien? Oui, non, pas que le lendemain. 3 fois par jour, pendant une semaine, on dit « Vous allez bien? Vous êtes sûr? Vous allez bien ?» Et on prenait la température tout le temps, parce que ce qu'on redoute dans une greffe de foie, c'est l'infection de la suture de l'artère. Quand elle s'infecte, le tissu se délite, et paf, ça pète, et les malades meurent. Ça m'est déjà arrivé, et tous les greffeurs de foie connaissent cette complication dramatique, ce qu'on appelle un anévrisme de l'artère hépatique, mais un anévrisme mycotique parce qu'il est infectieux. Et quand ça pète, il n'y a rien à faire. Le malade meurt dans son lit, exsanguiné. Voilà. C'est absolument horrible. Est-ce que vous l'avez dit à ce patient que ça s'était passé ou pas? Alors, je ne lui ai pas dit,
mais quelqu'un a dû s'en charger. Parce que dans un hôpital, vous savez, il y a tellement de monde qui est impliqué que tout finit par se savoir. Donc voilà, faut jouer franc jeu. Et puis il n'y a rien à cacher. C'est arrivé. Hein, voilà. Est-ce que vous avez engueulé la personne qui fait tomber le foie? Qu'est-ce que vous dites quand ça se passe? Vous dites, putain, alors, franchement, j'ai pas eu le temps. J'étais tellement sidéré par ce qui est arrivé que j'ai même pas eu la force de l'engueuler. Puis ça aurait servi à rien. Le foie, il était par terre. Hein. On l'aurait pas remis dans la bassine. Voilà. Donc ça arrive comme ça, il faut savoir réagir et se sortir de situations difficiles. En France, il y a 22 000 patients qui sont inscrits sur la liste nationale d'attente de greffe, c'est le nom, au 1er janvier 2025. 852 patients sont décédés en 2024 parce qu'ils n'ont pas pu avoir de greffe à temps. C'est le bilan annuel de l'Agence de la biomédecine, la source des chiffres que je viens de vous dire. Vous avez dit que c'était mal connu, le don d'organes. C'est pas quelque chose qui est encore très populaire. Mais c'est pas populaire du tout. Je peux le comprendre, on ne parle pas de ça. Alors qu'il faudrait en parler même un tout petit peu, et puis il faudrait surtout savoir. Je crois que les Français ne savent pas ce que c'est que le don d'organes. Quand est-ce qu'on peut donner, quand est-ce qu'on ne donne pas? Et son sang, on le sait, on est vivant, on va, on le sang, et puis c'est tellement gratifiant le sang. Je ne parle pas du sandwich qu'on vous donne à la fin. Non, je veux dire, c'est gratifiant parce qu'on est heureux d'avoir donné. Et puis, bon, ça fait pas très mal, hein, c'est une petite piqûre. Mais là, on touche à des choses qui sont différentes. On parle de se voir prendre un organe alors qu'on est mort, mais on n'en a pas conscience. Il y a un environnement, il y a une famille. Je crois qu'il y a beaucoup d'inconnus autour de la notion, de la définition de ce qu'est la mort. Je suis sûr, par exemple, que si je vous demande ce qu'est la mort, vous allez me dire « mon cœur est arrêté ». Voilà. Or, ce n'est pas ça, la mort. La mort, ce n'est pas l'arrêt du cœur. La mort, c'est l'arrêt du fonctionnement du cerveau. Quand il n'y a plus de sang qui passe au cerveau, c'est la mort. Dans un pays cartésien comme le nôtre, je pense donc je suis. Quand je ne peux plus penser, je ne suis plus. Donc la mort, c'est la mort. Et il y a deux façons de ne plus avoir un cerveau qui fonctionne. Soit c'est un gros traumatisme cérébral, ça détruit le cerveau. Un AVC massif. Un AVC massif, un accident, une chute, enfin voilà. Soit le cœur s'arrête et ne vascularise plus. Voilà. Donc on est bien d'accord. Dans les deux cas, c'est un arrêt du cerveau. Dans les deux cas, la définition de la mort, elle est cérébrale. Donc là, vous dites qu'on peut être mort avec le cœur qui bat, et on peut être mort cérébrale. Et on peut être mort avec le cœur qui bat. Et c'est dans cette situation-là, que les dons d'organes essentiellement, que les dons d'organes peuvent être faits. Pourquoi ? Parce que quand le cœur bat, il continue d'oxygéner tous les organes, sauf le cerveau, bien sûr, et les organes sont utilisables. On peut organiser le prélèvement. Est-ce qu'on est tous donneurs d'organes ? Est-ce que, de base, si on décède, l'État part du principe qu'on est d'accord ? Si vous n'avez pas, de votre vivant, fait savoir votre opposition, vous pouvez être prélevé. C'est la loi. La loi. Alors, comment est-ce qu'on fait savoir son opposition ? Il y a un registre national des refus. Ça s'appelle comme ça. On va sur Internet et on s'inscrit. On dit, moi, je veux pas qu'on me prélève. Et il y a très peu de gens sur la liste nationale des refus. Il y en a très peu. En fait, souvent, le refus, et Dieu sait s'il est trop fréquent aujourd'hui, entre 35 et 40% des gens s'opposent au prélèvement au moment où c'est susceptible d'être fait. C'est énorme, hein, 35 à 40%, donc refusent, souvent par méconnaissance. Et puis parce qu'ils n'en ont pas parlé de leur vivant. Moi, j'ai parlé à mes enfants, j'ai parlé à... Les 3 enfants, c'est ça ? J'ai 3 enfants, je leur ai parlé. Je leur ai dit, je me souviens encore très bien, ils étaient jeunes, enfin, en âge de comprendre, ils étaient ados. On était à table, et puis je leur ai parlé, parce qu'on parlait de mon métier. Ils sentaient bien que je ne faisais pas un métier comme tout le monde, voilà. Et on en a parlé, on a dit, j'ai expliqué ce que c'était que la mort cérébrale. Est-ce que tu donnerais, toi ? Ah ouais, moi je donnerais. Ils sont tous enthousiastes. Voilà. On en a parlé, ils sont d'accord. Si jamais un jour ça devait arriver, on en a parlé et il a dit oui. Ça décharge la famille, à qui souvent on demande de décider. On ne sait pas trop ce qu'il pensait. Et oui, et puis voilà, quand on ne sait pas, on dit non. Hein. Comme ça, au moins, on est tranquille.
avec sa conscience et la conscience du mort, parce que malheureusement, c'est un être cher et on continue de penser qu'il en a une, quoi. Voilà. On peut donner aussi de notre vivant. Il y en a qui donnent de leur vivant, et un organe à son frère. Et on peut donner de son vivant. On peut donner de son vivant. 5 à 10% des Français, c'est absolument 5 à 10% en France contre la moitié en Hollande, je crois. En Hollande, ouais. Différence de mentalité, différence de culture. On est plutôt latin, ils sont plutôt anglo-saxons là-haut. Et ils sont protestants, nous, c'est plutôt catholique, majoritairement. Donc, on a une vision différente, une appréhension différente de la mort. Et de la vie. Et de la vie. On peut donner durant son vivant. On peut donner un rein, puisque nous, on en a 2, et qu'un seul suffit pour que ça fonctionne bien. Et puis, on peut donner aussi la moitié de son foie. On peut donner la moitié de son foie. C'est très fréquent lorsque un enfant a besoin d'une greffe de foie, la maman ou le papa donne la partie gauche du foie, qui est la petite partie du foie. Donc, ça se fait assez fréquemment, ce qui fait que les listes d'attente de greffe des enfants sont vite éclusées. Il n'y a pas beaucoup de décès en liste d'attente, ou quasiment pas de décès en liste d'attente de greffe de foie. Évidemment, les parents donnent tout de suite. Les parents donnent tout de suite. Est-ce qu'il y a un risque pour les donneurs quand tu donnes la moitié de ton foie, quand même? Oui, quand c'est un lobe gauche, il y a un risque, mais il est infime. Et c'est une question dont j'ai remarqué qu'elle était jamais abordée par la famille. Ils disaient jamais, docteur, est-ce que y a un risque? Les parents, ils voient qu'une chose, il faut sauver le petit. Ils aiment leur enfant, normal, et ils veulent sauver leur enfant. Et quand vous venez avec un discours en leur disant, bon, vous avez vu, là, ici, vous avez 1 sur 5000, le risque, c'est 1 sur 5000 d'avoir une complication grave, voire une complication mortelle. Et docteur, pourquoi vous me parlez de ça? Je m'en fous, moi, je veux sauver mon enfant. Voilà. Évidemment. Voilà. Donc, il y a l'aspect théorique, oui, il y a un risque, et puis en pratique, les donneurs, ils ne voient pas le risque. Est-ce qu'on sent quand on donne la moitié de son foie? Quand tu marches, est-ce que tu sens qu'il y a un trou? Non. Avant, il y avait une cicatrice, mais aujourd'hui, ça se fait par voie cœlioscopique, c'est-à-dire avec des tubes. Et il y a une petite cicatrice en bas du ventre pour sortir le greffon, bien sûr, parce qu'il faut le sortir. Et donc, plan cosmétique, ça ne se voit quasiment. Non, je parlais plutôt en sensation. Est-ce qu'on sent? Non. C'est quand même impressionnant. Mais il y a aussi des greffes de foie entre adultes. Et là, c'est pas la partie gauche du foie qu'on prend, c'est la partie droite, c'est-à-dire la plus grosse. Là, c'est une grosse opération. Là, le risque, il est réel, il est infime, mais il est réel. C'est pas rassurant quand vous dites ça. Je suis pas rassurant. Il est infime, mais il est réel. Mais oui, mais on ne peut pas le cacher. On ne peut pas dire, non, allez-y. Oui, c'est pas non plus anodin. Non, c'est pas anodin. On vous prend la grosse moitié du foie, c'est pas anodin. Mais encore une fois, ceux qui donnent, la famille, tiennent à sauver celui qui en a besoin et ne voient pas le risque, ne l'appréhendent pas de la même manière que le malade, que le médecin. Est-ce que vous avez déjà eu des couples, depuis des jeunes couples qui viennent, l'un donne un organe à un autre, un bout de foie, et puis hop, ils se séparent juste après, des engueulades? Ça peut arriver, ouais. Il y a comme ça une histoire, je ne l'ai pas vécue personnellement, mais une histoire qui traîne dans la littérature. C'est une dame qui avait donné un rein, un de ses 2 reins, à son mari, qui était en insuffisance rénale. Et monsieur greffé du rein s'est senti très vite beaucoup mieux, au point que il a vu la vie en rose. Donc, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Il a demandé le divorce, et la femme a dit, très bien, mais tu me rends mon rein. Voilà. Bon, il lui a pas rendu? Non. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas, mais c'est pas possible, quoi. Il peut pas rendre un, mais enfin, ça peut poser des problèmes. Si bien que quand on veut donner entre adultes une partie de son rein, on passe quand même devant le procureur de la République. Hein. Ah oui. Oui. Puis il y a des comités pour voir si tout le monde est sain. Au clair. Oui. Le risque, c'est qu'il y ait une pression entre le donneur et le receveur. Ou financière. Oui, pression affective ou financière. Trafic d'organes, finalement. Oui. Mercantilisation du don d'organes, ce à quoi la France est complètement opposée. Ça existe, ça, vous pensez? En France, jamais.
Ça se vend pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir quelqu'un qui dit tiens, je te file 50 000 euros, tu files le. Mais c'est nous qui n'acceptons pas de faire la greffe. C'est nous qui n'acceptons pas. J'ai eu une fois dans mon service quelqu'un qui venait de l'étranger, je ne dirais pas le pays, qui est venu avec son frère, qui devait lui donner un rein. Mais nous, quand on va faire une greffe de rein, on fait des examens biologiques sophistiqués, et en particulier des tests génétiques. On a tout de suite vu qu'il n'avait aucun lien de parenté. Donc, et on leur a dit non, excusez-nous, mais c'est pas possible, on ne peut pas la faire. Voilà. Oui, c'est puni par la loi, c'est vraiment interdit, c'est interdit. C'est totalement interdit, puni par la loi. Et ça ne se fait, en France, ça ne se fait pas. Avant de parler d'aller chercher les organes, justement, comment est-ce que vous choisissez quand il y a une personne qui veut bien donner, ou la famille qui accepte de donner après une mort cérébrale, par exemple, un foie, comment est-ce que vous dispatchez? Pourquoi est-ce que c'est Jean ou Paul qui va recevoir comment est-ce que vous décidez? C'est très important, ça. Il y a en France ce qu'on appelle une liste d'attente pour le foie, une liste d'attente. Elle est unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une seule pour toute la France. Ah oui, c'est pas par ville. C'est pas par ville, c'est une liste nationale. Et sur cette liste, les malades, ils sont classés en fonction de la gravité de leur maladie. Plus ils sont graves, plus ils sont hauts sur la liste. Et alors, comment est-ce qu'on décide qu'ils sont graves? Il y a des ABAC, il y a en fonction de tel ou tel paramètre biologique, de telle ou telle maladie. On chiffre tout ça, on fait un score, et en fonction du score, on les classe sur la liste. Si bien que si à Rennes, par exemple, il y a un donneur, je prélève un foie, il n'est pas forcément pour un malade rennais. Le foie, il va aller au premier de la liste nationale d'attente des greffes de foie. Donc il y a une répartition en France qui se fait de manière très... Alors, je ne sais pas si c'est équitable, mais en tout cas, dans notre système, on a décidé que c'était le plus grave d'abord. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a le plus de risques de mourir avant d'avoir sa transplantation. Voilà. On parlait de l'évolution justement de la médecine, avant de parler justement d'aller chercher, parce que c'est un sujet, aller chercher rapidement avec un hélicoptère de l'armée, aller chercher rapidement avec un avion, disiez, à réaction de l'armée aussi, ou pas d'ailleurs, ça peut être des avions civils, pour ramener des motos, etc. Vous allez nous expliquer comment on va chercher. Juste avant, on va revenir sur l'histoire de la médecine. Sébastien est allé chercher, de l'équipe, est allé chercher des objets qui ont un rapport avec l'histoire, certains très anciens, d'autres pas. Je ne connais pas les objets qu'il a ramenés, je vais les découvrir avec vous, donc je ne suis pas très précis, mais on va les découvrir maintenant. C'est parti. Allez, ça y est, Sébastien est arrivé. Oui. Sébastien a cherché des objets, je ne sais pas du tout ce qu'on va voir, je tiens à vous préciser. J'ai pas voulu savoir, c'est sur l'histoire de la médecine. Exactement, on a ciblé un siècle, on a ciblé le 19e siècle pour être précis, pour voir un petit peu comment ça se passait il y a plus de 150 ans maintenant. Je pense qu'il y a des objets peut-être que vous connaissez encore ou qui sont un peu similaires aujourd'hui, parce qu'il y a des méthodes peut-être qui sont encore les mêmes. Ouais. J'ai 4 objets, pour être précis. Le premier, si tu veux, on démarre directement. Je vois, c'est des vieilles boîtes. C'est un coffret. Oh là. C'est vrais anciens. Ah, tout est vrai. Et pour être, c'est une boîte qui s'appelle la librairie, je vais donner le nom dès maintenant, qui nous les a prêtés. Le Zoograscope, c'est à Paris, qui nous a prêté ces objets-là. Ils sont en vente. Donc, s'il y en a qui sont, par exemple, des médecins qui veulent décorer leur cabinet ou des gens qui veulent avoir ça chez eux, ils peuvent. D'accord. Je vous mettrai le lien dans la description, si ça vous intéresse. Voilà le premier coffret. Oula. Est-ce que déjà, sans avoir le reste, vous pouvez voir un peu ce qu'il en est? Oui. Alors ça, 19e siècle 19e siècle. On est à la fin du 19e, 1890. Fin du 19e. Alors, ça, c'est une boîte faite pour faire des amputations. Ouf. C'est parce que... C'est glauque. Hein. C'est glauque. Je pense que ça a possiblement servi. Voilà. Ouais, probablement. Il est possible que ça ait servi. Alors, ouais. Les amputations ont démarré pendant les campagnes napoléoniennes. Dans l'histoire de la chirurgie, les guerres ont toujours fait faire des progrès extraordinaires à la spécialité. Donc, il y a un certain Larrey, qui est chirurgien napoléonien, qui était un as de l'amputation. Et il était capable d'enlever une jambe, un bras ou une cuisse en 30 secondes, 1 minute, sur le champ de bataille, donc lorsque le membre était fracassé. Alors, il l'ouvrait, il coupait. Là, ici, il y a tout un tas de petits scalpels. On va décrire ce qu'il y a dedans.
pour être plus clair. Oui, bien sûr, Ouais, monsieur. Donc, scalpel, bon, il y en a boîte. de différentes formes, de différentes tailles. Exactement. Et il était capable, alors ça c'est probablement pour les masses musculaires, les petits c'est Si pour vous les voulez, si vous voulez vaisseaux. sortir pour Je vais vous sortir au fur et à mesure. Il y a deux gros couteaux. Pas bien. Voilà, Donc les couteaux servent pour les chairs principales, on va C'est dire ça. tout ce qui contourne l'os, pour arriver assez rapidement à l'os. et il faut, parce que c'est pas facile de couper un gros muscle, il y a des aponévroses, c'est assez dur, donc il faut des couteaux qui coupent des scalpels, enfin je sais pas comment des on lames. appelle ça. Il y a là, ils appellent ça couteau, et Quand les même. petits formats sont en fait On n'utilise plus ça. sont des bistouris. Ça, c'est un bistouri de C'est un peu- l'époque. c'est l'ancien- C'est le scalpel. Exactement, c'est le C'est le scalpel. scalpel, Ce qui voilà. permet en fait de contourner les chairs quand tu auras fini par. Quand tu atteins l'os, il va falloir le scier l'os. Et je pense qu'on n'est pas très loin des méthodes d'aujourd'hui. En Et fait, c'est une scie, c'est comme une scie à bois, avant là, de non scier l'os, il faut aller chercher avec ça, il faut aller contourner les pédicules vasculaires, c'est-à-dire l'artère, la veine, le nerf, les prendre, les ramasser, passer un fil là-dedans, là, dans le chat, revenir, attraper le fil, lier le pédicule. Le pédicule, c'est les vaisseaux. Parce que quand on coupe, Mais sinon, ça gicle. gicle Il partout. meurt C'est- en ouais, l'hémorragie, ouais, ouais. Voilà. L'hémorragie en quelque Et une sorte. fois que la ligature est faite, et ça prend quelques secondes, l'arrêt, il était extraordinaire, il allait très 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 vite. Et une fois que c'est fait, 3-4 coups de scie, l'os coupé. Et après, on remet la peau par-dessus. Et le pauvre malheureux qui s'est déjà... qui a perdu connaissance est amené à l'infirmerie. Et c'est ça sur le champ de bataille Mais directement. c'est sur le champ de bataille. Alors, Larrey, qui était donc le chirurgien de Napoléon, faisait des amputations à toute vitesse. Il était connu pour ça, mais il a sauvé énormément de vies en faisant ces amputations sur le champ opératoire. Parce qu'en fait, ce qui tuait le plus, c'était le délai d'attente entre le moment où la blessure était réalisée et le moment où on commençait à les soigner. Il préférait les opérer sur le champ de bataille pour rapidement réaliser l'amputation. Parce que sinon, les gens se vidaient de leur sang, en fait. C'est ça, le Exactement. sujet. Absolument. Puis là, il y a des garrots. Donc, comme on est à la fin du 19e Montre les siècle, garrots de l'époque. on est sur des garrots un peu plus à l'ancienne. Oui. Oh là là. Voilà, où là, tu Ça, c'est très Espèce de sophistiqué. lanière avec vois un de lanière et un ensuite, tourniquet. Ouais. tu vises jusqu'à ce que justement tu puisses. J'imagine En fait, que c'est un tourniquet, on dit Oui, c'est un aujourd'hui. tourniquet. À l'armée, ils ont des C'est tourniquets. un tourniquet, exactement. Exactement. Mhm. Et Elle est de j'imagine- quelle année, cette boîte, pardon 1890. C'est une boîte qui a Ouais, c'est 100. Quand même, fin- ça fait bientôt 140 ans. Fin 19e, Quasiment 140 ans, ouais. ouais. Voilà. Qui a peut-être servi pendant la guerre de 1870. Possiblement. Ouais. Possiblement. Euh, Voilà pour le premier objet. Est-ce que c'est similaire aujourd'hui l'amputation? Est-ce que c'est les mêmes process finalement dans un bloc opératoire? Parce qu'il faut quand même scier l'os et scier les. Ça, c'est sous anesthésie, ça se fait sous anesthésie. C'est la différence. C'est la différence. Donc on fait ça sous anesthésie, mais les temps sont les mêmes. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle une gueule de requin avec la peau, puis on attaque la masse musculaire, on lie les pédicules vasculaires, et puis on scie l'os. Et on a des scies électriques aujourd'hui pour aller beaucoup plus vite. D'accord. Voilà. Et on recouvre le moignon osseux avec la peau et la masse musculaire qu'on a laissée en place. Sachant qu'il fallait être plusieurs pour faire une amputation parce qu'il fallait tenir la jambe et que l'os, quand tu scies l'os, comme quand tu scies du bois, souvent les derniers moments que tu scies en bois, ça va casser le reste du Oui. bois. Ça pouvait casser l'os. En fait, en sciant, il fallait tenir pour que la fin de la Ah oui, sciure pas que soit ça propre. fende l'os Ça ne à fasse pas l'intérieur. des Sinon, tu skis. fends l'os à Oui. l'intérieur. Et oui. Intéressant. Ok, Voilà. ok, merci. Je vois que tu as d'autres objets. Là. Oui. On est sur du fer. On est sur du fer et on est sur du fer, donc on est content de ne pas avoir connu, enfin moi personnellement. Alors ça, peut-être que ça va vous parler ou pas du tout. On est sur Oh là 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 là. un amygdalotum. Donc ça ressemble à un ciseau C'est ça. et une pince. Eh ben, ça sert. Alors, ça permet d'attraper l'amygdale là Exactement. dans l'orifice, ça la tire de l'autre côté et ça fait office de. ça la soulève. Ça soulève et ça Et- coupe comme une et- sorte de guillotine. Un Voilà, petit peu. et crac, on coupe. Tac. Non, j'ai pas compris. Alors regarde. Il y a deux choses. Tu chopes là, en fait, les deux anneaux qui vont se croiser Ouais, il y a deux anneaux. vont permettre de couper comme une guillotine la amygdale. C'est un coupe-cigare, quoi, Et le mais pour pic l'amygdale. Va permettre de retirer l'amygdale en fait, directement au fond de la gorge. Pour pas que tu l'avales. Exactement. Donc ça va couper. Putain, c'était archaïque, hein, quand même. Archaïque, oui, parce qu'il faut avoir ça au fond de la gorge, donc c'est quand même très archaïque. quoi. Oui, on a fait des amygdalectomies jusque dans les années 70, 80. Moi, on m'enlevait mes amygdales. Hein. Oui, mais J'espère que c'était pas avec ça. Mais probablement un instrument qui y ressemblait, hein, mais sous anesthésie. Alors que à la fin du 19e, si on est encore à la même époque, ça se faisait sans anesthésie, et ça se faisait souvent chez les enfants. ah là là. Jusqu'à Quand ils minuit. faisaient des angines à répétition, Ouais, c'est ça. on pensait qu'il y avait des foyers de streptocoques
dans les amygdales, et donc on enlevait les amygdales. Est-ce que c'était une connerie de faire ça? Aujourd'hui, oui, on pense que c'est une connerie, d'autant qu'il y a des antibiotiques. Mais on m'a enlevé amygdale et végétation, comme beaucoup de. Mais en fait, ça veut dire que ça sert à quelque chose, les organes, on les a enlevés, mais si le corps est fait comme ça, ça protège. Les amygdales protègent des infections, et on les a enlevées pour justement éviter les infections. Les infections, donc c'était un peu, oui, bizarre. Donc jusqu'en 1950 à peu près, ce genre d'appareil existait. Incroyable. Dans les années 50. Ouais. Putain, du XXe siècle, hein, donc là je parle pas des années 1850, hein, je parle de 1950. Incroyable. La médecine a évolué quand même aussi très rapidement. Avec l'intelligence artificielle, on va en parler, mais je sais que la recherche évolue très vite aussi. Alors celui-là, je me suis fait des recherches pour chaque objet, et je vous cache pas que les recherches étaient quand même pas faciles, puisqu'il fallait lire la description. C'est un trépan. Ouais. Donc globalement, alors un trépan, ça ressemble à, je peux même pas vous le décrire l'objet, on dirait un cabinet de curiosité. C'est vraiment. Ça en est un. Alors celui-là possiblement était pour les animaux, parce que vu la taille de l'objet, on dirait une canne à pêche en fait. Si on devait la décrire sans la canne au bout avec un moulinet. Il y a les moulinets, on voit qu'il y a tout qui fonctionne bien. Il y a cranté, les rouages, tout est cranté, et au bout il y a une pointe. Donc à quoi servait la trépanation? C'était à faire des trous dans le crâne, dans la boîte crânienne. Pour trépaner. Pour trépaner. En fait, la manivelle, souvent les manivelles servent à aider l'homme à forcer. En fait, ça facilite. Mais en fait, c'est un tire-bouchon pour crâne. C'est un peu l'idée. Tire-bouchon, non, c'est pour couper l'os. C'est pour percer l'os. Oui, mais c'est pour le percer. Oui, et puis oui. Alors, ça, on fait un pré-trou là, et puis ça tourne. Et puis ça fait un rond dans le crâne. Ça fait un rond dans le crâne. C'est une scie circulaire pour Exactement. le crâne. Tout à fait. Quel enfer. Pour peut-être soulager des hématomes, principalement, c'est à ça que sert la trépanation. Mais il y a eu des tests sur la trépanation, puisqu'on pensait que ça pouvait soigner des gens de maladies, de pathologies mentales. Je me trompe pas là-dessus. Il y a eu des tests. Il y a eu des tests, même, par exemple, Jean-Paul Sartre s'est fait faire une trépanation. Des gens qui pensaient qu'en se perçant le crâne, ils pouvaient... Maintenant, on dit craniotomie, non, oui, craniotomie, cranectomie. Oui. C'est deux étapes différentes. Ouais. Jean-Paul Sartre a eu ça. Jean-Paul Sartre je comprends tout. Et la sœur de John Fitzgerald Kennedy, qui a malheureusement, elle a commencé par ça avant d'être lobotomisée. Et on pensait qu'elle avait des troubles psychologiques, peut-être de la bipolarité, peut-être d'autres choses. Et pour essayer de la soigner, pour pas que ça fasse une honte à la famille, on a testé plein de choses sur elle. Ils l'ont rendue complètement inerte. C'est une fille qui a passé sa vie en hôpital psychiatrique, et donc on n'a jamais pu soigner. Et parce qu'ils ont fait des trous dans le crâne. Alors qu'elle avait sûrement une pathologie soignable aujourd'hui, oui, tout à fait, ils l'ont massacrée. Waouh. Ok. Je crois qu'elle s'appelait Rosemary. Rosemary, absolument. Très joli prénom. Dis donc, c'est ok. T'en as un dernier? J'en ai un dernier. Alors, ils sont ghetto les objets là. Ils sont épicés. C'est pour montrer que la médecine en 150 ans a été radicalement différente. Ah oui. Alors ça, c'est un harpon. Pas loin. Ce qu'on appelle un perce-crâne de Bloch. Alors, c'est assez simple, faut dire c'est assez rustique. Il y a une pointe, on dirait une flèche, hein, pour la décrire, en forme de pic. On dirait une épée avec une flèche au bout. Et une poignée, exactement. Une poignée qui ne sert que à faire une pression et à revenir en dupliquer arrière. La flèche du bout. Ouais. Alors, la description va être un peu rude, je suis désolé. Ça servait pour les gynécologues, entre autres, pour les gens qui étaient des médecins mais qui faisaient de la gynécologie, d'aller récupérer des fœtus morts dans les vagins des femmes. Donc, globalement, en rentrant ça par les voies basses, donc par le vagin, ça perçait le crâne du fœtus mort, ce qui faisait que le crâne du fœtus se vidait un peu, il se rapetissait, et ensuite on pouvait l'extraire, parce qu'au bout il y a une sorte de petit cran. C'est deux flèches en fait, l'une sur l'autre. Mais c'est quoi ces objets d'horreur? Pour retirer... C'est un film d'horreur, c'est pas une émission qu'on est en train de faire. C'était des objets de médecine d'époque. C'était des choses qu'on ne fait plus heureusement aujourd'hui. Vous avez connu ces objets dans les musées ou dans les études de médecine où ils ont appris? Dans les musées, dans les livres de médecine. Ça vous parle, vous avez déjà vu, quoi. Oui, c'est ça, mais la médecine et la chirurgie ont considérablement évolué aujourd'hui. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, vous voyez une amélioration là, dans les recherches de votre côté, vous? Dans les recherches, oui. Ça nous aide beaucoup, l'IA, pour analyser, pour faire du diagnostic. Pas encore tout à fait pour opérer, quoique, puisqu'on opère aujourd'hui de plus en plus avec des robots, qui vont à l'intérieur et qu'on manipule de l'extérieur avec des joysticks. Ah oui. Donc le robot, avec de l'IA, est capable d'analyser les tissus qu'il appréhende. Donc les mouvements, les tissus, la pathologie, la couleur, superpose automatiquement avec le scanner qui est là-bas pour gagner du temps. Non. Il y a tout un champ d'innovation qui se présente là au début du XXIe siècle. Ça va être absolument
fabuleux. Incroyable. Merci beaucoup. On va rappeler, si tu veux, le nom de la boutique. Oui, alors ça s'appelle le Zograscope, c'est donc Paris 6e arrondissement. On mettra leur lien en description si tu veux. Et c'est des objets qui sont à vendre, voilà, pour ceux qui sont Combien intéressés. ça coûte et t'as les prix? Ça va entre 400 et 500 euros pour les objets qui sont là. Le coffret d'amputation est à 500 euros. Il n'est pas complet et je pense que les boîtes complètes, on peut voir sur Internet jusqu'à 3000, 4000 euros. Ça dépend l'état, la conservation et de l'objet. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant de voir des C'est un peu rude. objets historiques. C'est un peu rude et Mais brutal. sans ça, on n'aurait pas la chirurgie d'aujourd'hui. Eh oui, oui, oui. Ça fait partie de l'évolution de la médecine. Sans ça, les femmes ne pouvaient pas avorter. Enfin, ça servait pour l'IVG notamment. Donc c'est un objet rude mais nécessaire au progrès. Et les amygdales, etc. C'est marrant de voir vraiment la différence. C'est juste pour ça. C'est cool d'être né à notre époque. Ah oui. Et pas il y a 500 ans et encore, il y a 200 ans et encore moins il y a 500 ans. Ouais. Parce que là, on n'a même pas parlé de la médecine au Moyen-Âge qui était encore plus rustique. Douloureuse. Les trépanations, pour rester là-dessus, cet objet-là servait. Les premières trépanations remontent à la préhistoire. Donc on perçait des crânes, souvent post-mortem, donc après la mort. Mais ça pouvait servir peut-être pour déjà à l'époque en fait. Ouais, ça remonte à là. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va continuer l'émission. Voilà pour l'histoire, la petite partie historique. Est-ce qu'on a essayé, dans le passé déjà, de faire des greffes pour parler de votre spécialité? Est-ce qu'on a déjà essayé de faire des greffes avec des animaux, de prendre certains organes d'animaux qui pourraient être compatibles avec nous, pour voir si ça marche sur l'homme? C'est même comme ça qu'on a commencé à faire de la greffe. Le premier à avoir fait ça s'appelait Mathieu Jaboulet, lyonnais. À Lyon, il y avait une tradition de chirurgie vasculaire, d'excellents chirurgiens, Mathieu Jaboulet en était un. Et plutôt que de laisser mourir ces patients qui étaient en insuffisance rénale, il lui est venu l'idée qu'on pouvait éventuellement greffer un rein prélevé sur un animal. Et il a fait 2 greffes comme ça. Au pli du coude, il a greffé un rein de chèvre une fois et un rein de porc une autre fois. Alors évidemment, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché, ça a été même une catastrophe. Et comme c'est n'était greffé qu'au niveau du pli du coude, sur l'artère et la veine humérale, il a pu enlever les organes. Et les pauvres malades sont décédés de leur maladie d'insuffisance rénale. Mais on a compris bien plus tard que, en fait, nous sommes conditionnés pour immédiatement rejeter ce qui ne provient pas de notre espèce. Je ne sais pas pourquoi, mais tout tissu qui n'appartiendrait pas à notre espèce... Matière organique et pas humaine. Est rejeté d'une manière extrêmement violente, comme si l'évolution, la création, je ne sais pas comment il faut dire, avait tout fait pour que l'on ne transgresse jamais la barrière des espèces. On ne peut pas mélanger On ne peut pas vivre avec un foie de cochon ou un foie de singe. On ne pouvait pas vivre. On ne pouvait pas vivre. Parce que dans les années 90, face toujours à la pénurie d'organes, il n'y a pas d'organes, on ne peut pas laisser les malades mourir. Donc dans les années 90, d'abord dans les années 60, on en a fait quelques-unes, ça ne marchait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. On a fait des greffes de reins, on a fait des greffes de cœur, de babouin à l'homme. Il y a un certain James Hardy dans le Mississippi, aux États-Unis, à Jackson, qui a fait ça en 1964. Il prend un cœur de babouin qu'il greffe à un enfant. Ça ne marche pas, évidemment. On lui aura reproché longtemps. Alors, il y a eu ensuite quelques greffes de reins. Ça ne marchait pas du tout. Puis, dans les années 90, on commençait à mieux comprendre les mécanismes de rejet de ces xénogreffes. C'est comme ça qu'on dit les xénogreffes. Pas les allogreffes entre humains, mais xénogreffes, c'est d'animaux à l'homme. Voilà. Commencer à comprendre. Et puis on a laissé tomber parce qu'il y a eu un moratoire, notamment en Europe, parce qu'on avait peur que l'espèce humaine soit contaminée par des virus à travers les transplantations qu'on ne maîtriserait pas. Donc on a arrêté complètement. Et puis là, on vient de reprendre. Ça date d'il y a quelques années. En 2021, 2022, 2023, de nouveau, il y a eu des greffes de reins, des greffes de cœur, des greffes de foie, à partir de porc à l'homme, avec cette fois des résultats tout à fait encourageants, parce qu'on comprend le rejet, on sait exactement ce qu'il faut faire, on arrive à transformer les animaux donneurs en leur enlevant des gènes qui sont impliqués dans le rejet xénogénique, on fait des choses
magnifique. Il y a des médicaments anti-rejet, c'est ça? Et il y a des médicaments anti-rejet qui permettent évidemment de lutter contre ces rejets xénogéniques. Il y a une jeune femme qui a été greffée en 2023 ou l'année dernière et qui a pu conserver son rein de porc pendant 3 mois. 3 mois, c'est déjà magnifique. Parce que si on a passé le cap des premiers jours et si on en est au 3e mois, et elle a fait un rejet parce qu'on a baissé l'immunosuppression, donc les traitements anti-rejet, on les a baissés. Alors si elle a fait ce rejet, c'est parce qu'on a baissé et non pas parce que c'était un rein de porc. Et le rein de porc marchait, extraordinaire. Donc là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a une voie qui est en train de s'ouvrir, celle de la xénogreffe, et qui peut transformer l'activité de transplantation. Bien, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, on ne greffera plus que des reins, des foies, des pancréas, des cœurs de porc. Et on est déjà en train de mettre au point des fermes d'animaux destinés à fournir des organes transplantés. Ce sont des porcs, puisque c'est le porc... le cochon prêt à... Oui, que l'on transforme génétiquement. C'est-à-dire qu'on supprime au niveau de l'œuf, au tout début, les gènes qui vont coder pour des protéines qui sont impliquées dans le rejet xénogénique. Et on arrive à le faire tolérer comme ça. C'est absolument fabuleux. Et donc, est-ce qu'il y a déjà des humains en ce moment là qui sont en vie grâce à des organes de cochon? Non, pas que je sache. Le dernier en date a été greffé puis dégreffé, mais il y en a peut-être. Hein, peut-être. Je crois qu'on a essayé de mettre des testicules de singe sur des hommes. Il y a eu plein de... Ça c'est une histoire extraordinaire. Ça, c'est vrai aussi, hein? Oui, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Pourquoi mettre des testicules de singe? Pour redonner de la vigueur. Oui, mais du coup, oui. Je m'explique, ça se fait plus, là, aujourd'hui. Mais ça a marché? Celui qui le faisait, qui s'appelait Serge Voronov. C'est un russe, chirurgien russe, hein, c'est ça? Non, c'est un chirurgien français. Ah bon? Serge Voronov, en fait, immigré russe, qui s'est mis à faire de la transplantation de fragments de testicules dans les testicules des hommes, qui étaient un petit peu en faiblesse, pour leur redonner de la vigueur et un coup de boost. Donc il a commencé à faire ça dans les années 1920. Il a eu un succès planétaire, Voronov, planétaire. Il faisait ça dans une clinique de l'avenue Montaigne, à Paris. Il avait même ouvert des succursales un petit peu partout en France, puis dans le monde, parce que la technique Voronov était très prometteuse. Toutes les maisons de retraite voulaient apprendre la technique pour redonner de la vigueur aux pensionnaires, parce qu'ils étaient difficiles à gérer sinon. Et puis, à la fin des années 20, donc au début des années 30, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce qu'on a compris que peut-être que ça ne marchait pas aussi bien que Voronov voulait bien le dire. Mais pendant 10 ans... Donc c'était une arnaque, finalement, s'il n'y avait rien de... Non, a posteriori, oui, mais Voronov, il a écrit des bouquins, j'ai lu ses bouquins, il y croit dur comme fer. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il maquillait un peu les photos, parce qu'il montrait des photos. Il disait avant, après. C'était ça, hein, la preuve scientifique, c'est avant. Et on voit un vieux tout faible comme ça, là. Et après, on le voit plein de vigueur, on le voit même avec un sabre à la main, là, comme ça. C'est le marketing de l'époque. C'est le marketing de l'époque, c'est ça. Et Voronov était connu dans le monde entier, et en France en particulier, à tel point que dans les cabarets parisiens, on chantait, on poussait la chansonnette sur des airs sur le thème les greffes de Voronov. Extraordinaire. Je sais qu'il y a en 1951 la greffe du rein, la première greffe de rein est faite à Paris, prélevée sur un homme guillotiné. Oui. Parce qu'à l'époque, on avait encore la guillotine jusqu'en 71, si je dis pas de bêtises, ou pas loin, début 70, et donc il prenait les reins sur les personnes guillotinées. Absolument. Alors, ça s'est très vite arrêté. Il faut que les choses soient claires. La première a été faite le 12 janvier 1951 à Paris, donc où deux reins ont été prélevés sur un guillotiné. Les deux équipes, il y en avait une qui travaillait à Créteil et l'autre à Boussicot, qui sont venus prélever les deux reins et qui les ont transplantés. Ça a duré... Les reins ont marché, ont duré 7 jours, à peu près, 7-8 jours.
et puis ont été systématiquement rejetés. Mais ça se faisait. Puis ça s'est encore fait pendant l'année 51. Mais très vite, les chirurgiens qui faisaient de la transplantation, et en particulier un certain René Cusse, ont dit « mais ce qu'on est en train de faire, c'est abominable, il faut immédiatement arrêter ça ». Et ça s'est arrêté. Voilà. En termes d'éthique, plutôt, c'est ça? Oui, ouais. Oui, absolument. C'est impensable, quoi. Voilà. Mais ça s'est fait encore longtemps en Chine. Hein. Ouais. Sur les condamnés à mort? Sur les condamnés à mort, oui, bien sûr. Ils leur tiraient une balle dans la tête pour les tuer, et aussitôt en état de mort cérébrale, voilà, ils prélevaient le foie, les reins qu'ils transplantaient. Petite question, combien de temps on conserve un greffon? Un greffon, c'est un organe que vous prenez. Oui. Combien de temps ça se conserve à l'extérieur du corps pour comprendre un peu le transport? Comment vous allez les chercher? Combien de temps ça dure? Alors, quand on les prélève, on les réfrigère tout de suite. C'est-à-dire que par l'artère, par les vaisseaux du greffon, on injecte une potion magique qui est à 4 degrés et l'organe est lavé, comme ça, il est réfrigéré complètement. Et au froid, on le met un petit peu en hibernation. Hein, voilà, on le met en hibernation et il se conserve bien comme ça. Et on peut le conserver. Alors pour un cœur, c'est 4 heures. Pour un foie, c'est 10 heures maximum. Et pour un rein, ça peut être un petit peu plus longtemps. Mais la règle, c'est d'aller le plus vite possible entre le moment où on prélève et le moment où on greffe. Parce que plus ce temps de conservation est court, et meilleurs sont les résultats de la transplantation. Donc c'est pour ça que tout se fait en urgence. Vous pouvez aller chercher un organe en dehors de France ou pas? Ou c'est que franco-français? Non, c'est déjà arrivé. On est allé en Suisse, on est allé en Allemagne. D'ailleurs, ça a été l'occasion d'histoires pas possibles, d'anecdotes. On rigole tous ensemble, d'ailleurs, quand on se rappelle ces moments. Je me souviens d'une fois où nous étions allés prélever un foie en Suisse. Donc, c'était à Strasbourg, on prend l'avion, non c'était à Rennes, on prend l'avion à Rennes et direction la Suisse. On atterrit, on est en pyjama de bloc, avec une glacière, on sort de l'avion avec notre glacière, on marche sur le tarmac, là, et puis il y a une voiture de police qui vient nous voir sur le tarmac. Alors on leur explique, c'est prélèvement d'organes. Et alors, oui, c'est vrai que ça peut faire bizarre. Tu dis ça, c'est le bon moyen de transporter. Tu prends un truc. Alors le gars nous dit bonjour messieurs, papier s'il vous plaît. On était en pyjama de bloc. Personne n'avait pensé à prendre ses papiers. On n'avait pas de papier. Ça a fait tout un foin. Alors là où j'ai cru que les gars allaient nous embarquer, c'est que j'étais avec un assistant du service et on m'a dit, bon, je vais prendre vos noms. Vous appelez comment, vous? Je dis Karim. On regarde comme ça. Et mon assistant, c'était Mohamed. Et on était un petit peu après 2001, là. Ça commençait à être chaud, donc voilà. Je me suis dit... C'était où, ça? Vous étiez où? En Suisse. En Suisse? Oui, en Suisse. Parce que quand tu sors de France, il faut prendre les papiers toujours, quoi. Alors, quand on part de Rennes, ils nous connaissent tous là-bas à l'aéroport de Rennes. Ils savent qui on est. Salut docteur. Ah, c'est pourquoi aujourd'hui? C'est pour un foie? C'est pour un cœur? Hop, on part. Et alors vous passez pas les portiques longs là? Ils vous font passer vite ou pas? Oui. Ils nous font passer directement. La grille s'ouvre. On passe directement sur la piste. Et puis l'ambulance nous arrête au pied. C'est le truc le plus prioritaire de tout là. Voilà. On monte dans l'avion et là on démarre. C'est la même équipe qui enlève l'organe, Non. Non. Non, il y a une équipe dite de prélèvement et une équipe de greffe. Ce sont deux équipes séparées qui se parlent sans arrêt, bien sûr, mais voilà. C'est quoi vous êtes retrouvé? Pourquoi vous êtes retrouvé avec un hélicoptère de l'armée une fois? Parce qu'on ne trouvait pas d'avion. C'était à l'époque où c'était l'armée qui nous baladait, on ne trouvait pas d'avion. L'armée, toujours prête à rendre service, très impliquée, vraiment chapeau, nous dit, bon, on vous envoie un hélico. Très bien, un hélico. Nous, on était là avec notre glacière, en pyjama de bloc, en blouse, et on voit arriver un monstre d'hélico en plein milieu de l'hôpital. On s'entendait plus, mais il faut voir ce que c'est qu'un Puma. Un Puma de l'armée, c'est 30 personnes derrière, c'est gigantesque, donc c'était absolument extraordinaire. Et là, on entre, et ils n'avaient même pas pris le temps d'enlever leur casque. Ils étaient tous avec des énormes casques, avec des énormes visières. On s'entendait pas du tout. Ils nous font des signes pour nous faire monter. Il y avait
un réservoir de kérosène en plein milieu de l'hélico, ça sentait, on se dit on va exploser en vol, et comme ça, on est parti dans le brouillard, on a fait du rase-motte pendant 200 ou 300 kilomètres pour pouvoir aller prélever l'organe. Ouais. Rien ne nous arrêtait. Dès qu'il s'agissait de sauver quelqu'un, on était prêt à prendre tous les risques. Et vous avez déjà prélevé aussi sur un patient qui n'était pas totalement mort, vous avez eu des gestes? Si. Il était totalement mort. Mais c'était au début du prélèvement d'organes. Et je disais tout à l'heure que quand on est en état de mort cérébrale, la tête marche plus. Il n'y a plus rien qui passe. D'accord, on n'a plus de tête, quoi, finalement. Le cœur bat. Mais les réflexes médulaires persistent, c'est-à-dire que l'impulsion électrique fait le tour par la moelle épinière et revient comme ça. Donc ceux qui ne savent pas peuvent être surpris parce que sur un mort, il suffit de donner un petit coup de bistouri électrique, une impulsion électrique par exemple, un mouvement, quoi. Et ça déclenche un mouvement. C'est pour ça que même pendant un prélèvement d'organes sur un mort, il y a une équipe d'anesthésistes qui assiste et qui anesthésie profondément, qui curarise, pour justement éviter ces gestes malheureux qui pourraient perturber. Dans une salle d'opération, il y a des gens qui ne sont pas tous au fait de la physiologie de l'état de mort cérébrale. Je pense en particulier aux étudiants en médecine qui connaissent pas tout, mais ils apprennent et qui peuvent être surpris. Voilà. Ils disent, mon Dieu, ils prélèvent les vivants, ça va pas. Je voulais parler rapidement avant de faire rentrer Margot, qui a été greffée du foie, et va nous expliquer la raison qui est assez étonnante. Je voulais parler de l'alcoolisme et de la greffe du foie. Vous parlez tout à l'heure des cirrhoses, rapidement. 50 à 75% des cirrhoses sont dues à une consommation excessive d'alcool, donc c'est quand même... Oui. C'est quoi les effets de l'alcool sur le foie? Vous le comprenez bien, mais ça parle pas à tout le monde forcément. Qu'est-ce que ça fait? Ça le surcharge? Ça le fait travailler plus? Ou ça l'abîme? Ça crée un état d'inflammation. C'est-à-dire un état inflammatoire. C'est comme quand on se blesse. L'inflammation, c'est la rougeur qu'on a autour de la blessure. Au niveau du foie, l'alcool, quand il est métabolisé, attire des tas de cellules du répertoire des cellules inflammatoires. Donc il y a beaucoup de cellules inflammatoires. Et l'activité inflammatoire dans le foie entraîne ce que l'on appelle de la fibrose, c'est-à-dire de la cicatrice. Ça devient dur. Un foie de cirrhose, c'est jamais qu'un foie qui cicatrise trop parce qu'on le stimule sans arrêt, on le blesse, donc il cicatrise, on le blesse, il cicatrise, et à la fin, il n'y a plus que la cicatrice, il n'y a plus de foie. Voilà, c'est comme ça. Et un foie fibreux, ça ne marche pas bien du tout, d'une part, et d'un autre côté, ça bloque la circulation sanguine. Donc les gens se retrouvent avec une insuffisance hépatique, ça ne marche pas, on n'a plus de coagulation, on métabolise plus les substances, on métabolise plus les aliments, et on a ce que l'on appelle de l'hypertension abdominale, portale, dans le système porte, où les veines sont sous pression, qui peuvent péter sans arrêt, enfin c'est terrible. Est-ce qu'il y a un alcool plus mauvais que les autres pour le foie? Non, l'alcool c'est l'alcool. Alors s'il y a un message que je peux faire passer, c'est que un verre de vin, c'est pareil qu'une bière, c'est pareil qu'un whisky, c'est pareil qu'un martini. On compte en doses. C'est-à-dire que la quantité d'alcool qu'il y a dans un verre de vin, dans une bière, dans un verre de whisky, dans une dose de whisky, c'est tout pareil. Donc c'est pas je vais prendre du bon vin et ça va rien me faire, si c'est pareil. Et je préfère boire 2 bières plutôt qu'un verre de rouge. C'est faux aussi, c'est un verre de rouge égale un demi de bière. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir quand on est alcoolique, qu'on a eu un problème au foie, une cirrhose qui a été déclenchée par l'alcool, vraiment je parle dans ce cas précis, pour avoir une greffe d'un autre foie? Est-ce qu'il faut montrer patte blanche, montrer qu'on boit plus, pour ne pas dire qu'on va abîmer le foie suivant? Alors il faut montrer patte blanche, mais je ne le dirais pas comme ça. Je dirais qu'il faut que les médecins aient pris en charge la maladie alcoolique. Et ça, c'est un temps essentiel de l'indication de transplantation pour cirrhose alcoolique. Quand la cirrhose est exclusivement liée à l'alcool, à la maladie alcoolique, on s'occupe d'abord de la maladie alcoolique. Et s'occuper de la maladie alcoolique, c'est consultation psychiatrique, consultation psycho, c'est retrouver dans l'interrogatoire la genèse de l'alcoolisme, parce qu'il y a souvent un facteur déclenchant, comme ça, un traumatisme. Donc on traite la maladie alcoolique, et lorsqu'au bout de plusieurs mois, on a le sentiment que la maladie alcoolique est gérée, qu'il n'y a plus de prise d'alcool, à ce moment-là, on autorise
l'étape suivante qui est la transplantation. Et après la transplantation, il y a une prise en charge aussi de la maladie alcoolique. Ce sont des gens qu'on ne laisse pas tomber. On s'en occupe tout le temps. Voilà. Vous l'accompagnez, quoi. Il y a aux États-Unis un mouvement pour essayer de vivre des milliardaires qui veulent, Brian Johnson par exemple, qui veut vivre vieux, et très très vieux, et pourquoi pas éternellement, c'est un peu la recherche. Est-ce qu'un jour, ça serait possible avec des greffes, si on arrive à se changer des organes, est-ce que c'est quelque chose dans un avenir peut-être pas proche, mais un peu plus lointain, est-ce que c'est quelque chose qui serait possible de se changer, d'avoir des pièces de rechange et de vivre très très vieux? Oui, pour traiter ponctuellement telle ou telle, pour éviter telle ou telle maladie, mais la sénescence est inscrite dans notre patrimoine génétique, dans notre programme génétique, et ça on n'y arrivera pas. Et puis bon, j'ai du mal à imaginer que on retienne ou qu'on utilise des greffons pour satisfaire à l'ambition de ne pas vieillir de quelques richissimes citoyens de cette terre. Donc ça me paraît pas très éthique tout ça. Je parle pas d'éthique, là, je parle. Est-ce que c'est possible? Malheureusement, l'éthique, c'est pas toujours corrélé. Je suis pas sûr que l'on vive au-delà de ça. Quoique, il nous est arrivé de greffer des foies qui avaient été prélevés sur des gens qui avaient 90 ans, 95 ans, et ces foies marchent encore longtemps, donc après la greffe. Ce qui veut dire que des organes qui peuvent vivre. Il y a des organes qui peuvent vivre plus longtemps que le cerveau, parce qu'on meurt encore une fois de ne plus fonctionner du cerveau. Juste avant de faire rentrer Margot, dernière question. Au téléphone, vous avez parlé d'un moment de stress que vous avez vécu. C'est une complication après l'opération chez un donneur qui se met à saigner. Oui. Il donne pour son... Ça, c'est vraiment dramatique, ça. Dramatique, mais d'un autre côté, ça témoigne de l'engagement des soignants dans cette affaire, quoi. Donc, c'est un homme jeune qui avait donné une partie de son foie, et tout s'était très bien passé. La greffe était très bien passée, et je vais voir cet homme dans sa chambre, comme je le fais tous les jours. Salut, ça va bien, c'est bien passé. Premier jour, super, très bien. Deuxième jour, super. Troisième jour, je rentre dans la chambre, ça va bien. Puis il y a l'infirmière avec moi, il y a l'assistant. Alors, oui, très bien. Et puis il était assis là, et puis il se lève. Et au moment où il se lève, je le vois devenir tout blanc. Alors, blanc, comme ça, et s'écrouler par terre. Et je comprends pas ce qui se passe. Alors c'est un moment de panique. Terrible, quoi. On cherche, ça va vite, hein, là. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout, on se dit, mais il peut pas se passer des choses graves. Il peut pas mourir. C'est pas possible. Il ne doit pas mourir. Il ne peut pas mourir. Et parce qu'il a donné. Il était jeune, bien. C'est pas possible. Et à ce moment-là, le cerveau marche un petit peu de manière reptilienne, hein. On fait le tri très vite entre tout ce qui est possible pour expliquer cette situation, et je comprends qu'il saigne massivement dans le ventre. Et ça peut pas mal se passer. Je dois tout tenter pour le sortir de là. Il s'était fait enlever une partie du foie? Il s'est fait enlever une partie du foie. Et quand on se fait enlever une partie du foie, on fait quelques ligatures sur des grosses veines, et je me suis dit... Une ligature, c'est une sorte de... Un nœud. Ouais, c'est un nœud. Je me suis dit, ça a lâché. C'est sûr, c'est ça a lâché. Je vois pas comment ça peut être autre chose. Ça a lâché. Donc, j'ai pris une pince qui pendait à la chemise de l'infirmière qui était à côté de moi. Vous étiez où, là? Dans la chambre, au pied du lit. Il était par terre. J'ai pris la pince, j'ai arraché les agrafes. J'ai arraché avec la pince à toute vitesse. J'ai pris une paire de ciseaux, j'ai coupé les fils de la paroi et j'ai plongé la main dans le ventre. Même pas désinfecté? Comme ça. Mais quand on est dans ces moments-là... On n'a plus le temps, là. On n'a plus le temps, on se dit, il ne peut pas mourir. C'est pas possible. Donc je fais tout ce que j'ai, je le donne. Mets la main, je chope le pédicule, c'est-à-dire ce qui va au foie, donc dans ma main, comme ça, je l'attrape comme ça, et j'ai dit, vous appelez tout de suite le bloc opératoire, et je sais pas comment on l'a sorti de là, mais on l'a sorti de là, le gars. Et je suis allé, moi, je me souviens, on a foutu sur le lit, on poussait le lit à toute vitesse dans le couloir pour aller au bloc opératoire. Vous teniez jusque... J'avais la main dans le ventre. J'avais du sang partout, c'était absolument dingue. La main dans le ventre, comme ça, pour plus que ça saigne. Déjà, c'était quelque chose. On a réussi à le mettre sur la table d'opération, comme ça, à balancer un peu de bétadine partout, à mettre 4 champs, comme ça, à ouvrir, à ouvrir
il n'y a même pas d'écarteur, rien du tout. Hein, et puis mettre 2 clans, c'est-à-dire 2 pinces un peu particulières, pour isoler. Et l'anesthésiste me dit, ça va mieux. Là, il commence à avoir de la tension. Il n'avait pas fait d'arrêt cardiaque, heureusement, parce que je pense qu'on l'aurait perdu. Mais ça va mieux. Et on l'a sorti de là. Il y a les suites, nickel, rien, il ne s'est rien passé. On lui a expliqué ce qui s'était passé, mais il se souvenait vaguement qu'il y avait un moment de panique, mais il n'a même pas eu de douleur, puis il n'a pas eu mal, rien du tout. Mais c'est pour dire à quel point toute l'équipe, là, tout le monde est dans le truc, à fond. Et il est hors de question de lâcher, voilà. Comme on fait ce sujet sur la greffe avec vous, on voulait absolument avoir quelqu'un qui s'était fait greffer, parce que ça permettait de finir le sujet en beauté. Et donc, Margot a accepté, nous a mis un message sur les réseaux sociaux. Je la remercie. D'ailleurs, merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Tous les mercredis, vendredis, dimanches, on met une émission sur les Légendes. Et en audio aussi, sur les podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon, peu importe où vous nous écoutez. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux et de faire de Légendes le premier podcast de France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup sur les plateformes de podcast audio. Vous pouvez nous écouter en voiture ou en faisant du sport. En tout cas, merci vraiment d'être là. Donc, on a mis un message. Margot s'est proposé de venir avec une raison très étonnante. Vraiment, on lui a dit, mais évidemment, bienvenue. Et tu vas nous raconter, à côté de Karim, lui qui est médecin spécialiste des greffes, et pourquoi elle a perdu son foie. Alors, vous avez sûrement déjà vu le cas plein de fois, mais je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire. Et comment tout le monde, et je suis pas sûr que tout le monde sache qu'on puisse perdre son foie aussi rapidement. On va la faire rentrer, si vous voulez bien, puis on va lui laisser la parole pour qu'elle nous explique. Ça y est, on a fait rentrer Margot, bienvenue. Merci. Margot qui vient de Bordeaux, c'est ça ? Oui, à Pessac. Alors, merci déjà d'avoir fait les retours de Bordeaux. T'as un petit bandeau vert sur la poitrine, qu'est-ce que c'est ? Donc le ruban vert qui est le symbole de la cause du don d'organes, dont la journée nationale est le 22 juin, comme on a le ruban rose pour le cancer du sein. Ah oui, c'est l'équivalent, ok. Exactement. Vous connaissez Karim, oui ? Très bien sûr. Il n'est pas assez connu. Ah ouais, il n'est pas assez connu. Ça commence à diffuser, je trouve. Quand t'es rentré, j'ai vu que Karim t'a directement fait la réflexion sur le truc. Tu fais quoi dans la vie, Margot ? Moi, j'ai créé mon entreprise, donc suite à tout ce qui s'est passé, on va découvrir ça, mais du coup, j'ai créé ma marque de parfum intérieur. Ah ouais. Suite à la greffe. Suite à la greffe et un changement complet de façon de travailler et d'envie pour le futur. Je vais reprendre au début. Tu faisais quoi avant d'avoir un souci physique ? Alors avant, j'étais directrice des opérations pour une start-up dans le voyage. Okay. Donc du coup, on était ouvert en fonction des vols. Donc tous les jours de la semaine, du très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Ouais, grosse charge mentale ? Exactement, beaucoup de personnes à gérer, donc poste hyper intéressant, mais beaucoup de charges. Je suis un petit peu hyperactive, donc du coup je donnais beaucoup aussi. J'étais en train de rénover ma maison à côté, donc c'était une période très très chargée et hyper intéressante, mais du coup qui n'a rien à voir. Excitant, mais fatigant. Exactement, challengeant. À quel moment tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas ? 2-3 jours avant de me retrouver à l'hôpital, j'étais assez fatiguée de manière générale, mais bon, je bossais beaucoup, je faisais des travaux, donc rien ne s'est allumé dans mon cerveau pour me dire qu'il y avait un souci. Et puis j'ai commencé à avoir des nausées 2-3 soirs, mais bon, il y avait le stress, j'avais des déplacements, j'étais en train d'organiser un séminaire, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est le stress, ça va passer. Et puis un matin, je suis arrivée au travail, et puis j'ai un collègue qui m'a dit, mais c'est bizarre, t'as les yeux jaunes. Et puis tout est parti de là. Karim, les yeux jaunes, c'est un signe du foie ? C'est un signe du foie, tout de suite. Oui. C'est-à-dire que le foie ne marche plus et que ce qu'on appelle la bilirubine, c'est un petit composé du sang qui normalement est métabolisé par le foie, ne peut plus être métabolisé, donc ça cumule dans le sang et ça se voit partout, dans toutes les sécrétions. La peau aussi, oui. La peau, partout. Toutes les humeurs sont de coloration jaune. Et le blanc des yeux, c'est la première chose qui se voit tout de suite. T'as commencé, t'avais la peau jaune aussi ou... Non, alors le matin, je t'avoue que je me suis trouvée un peu bronzée. Je me suis dit, bon, j'ai bonne mine, mais rien de plus. Et non, en fait, moi, j'ai pas eu le temps de voir tout ça. Ça s'est fait tellement vite que j'ai vu les yeux jaunes. Mais je suis allée le soir consulter un médecin, un SOS médecin. Et puis, le lendemain matin, j'ai fait une prise de sang. Et le soir, j'étais en réanimation. C'est-à-dire quoi, être en réanimation, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas ? En fait, tu es dans une unité spécialisée de l'hôpital où tu es beaucoup plus médicalisé. Donc, tu es un petit peu branché de partout et t'es pris en charge d'une façon beaucoup plus importante que quand tu es dans un service de médecine classique. Donc, tu as un risque de santé aggravé. Donc, on te surveille de très près. Mais réanimation, ça ne veut pas dire être dans le coma. C'est ça, tu ne dors pas forcément en réanimation. Tu peux être réveillé. Oui.
Parce que dans ma tête, moi, pour moi, réanimation, c'est quand ils essaient de... Non, ça veut dire qu'il faut être monitoré, surveillé tout le temps. Tout le temps. Et pour ça, il faut avoir des équipes de surveillance. Et ça se concentre dans les services de réanimation. Ouais. Donc, tu es en réa, ils te mettent directement. Donc, c'est-à-dire que le matin, ça allait, le soir, tu es en réa. Exactement. Moi, j'étais sur mes 2 pieds. Je consulte le médecin, je fais mes analyses. On me dit, allez aux urgences. Il y a un souci quand même, a priori. Donc, je vais aux urgences, j'attends sur un lit, je comprends pas trop ce qui se passe. On me fait des prises de sang, etc. Et puis, on m'annonce dans la nuit qu'on me transfère en réanimation. Je comprends toujours pas trop pourquoi. J'arrive, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent, donc je comprends que ça a l'air assez important. Et puis, on me fait tout un tas d'examens, ça a duré jusqu'à 4-5 heures du matin, je crois. Et puis, en fait, dès le lendemain matin, ça s'est très vite détérioré, donc j'ai fait une biopsie du foie. Ça veut dire quoi? Mais en fait, tu fais... alors, c'est sans anesthésie locale, mais en gros, t'as une petite aiguille qui vient faire une toute petite ponction, mais microscopique, prennent dans un le petit foie. peu du produit. Exactement, du foie, pour pouvoir analyser le foie, comprendre ce qui se passe. Mon foie était tellement déjà détérioré qu'ils n'ont pas pu avoir assez de cellules saines pour analyser ce qui se passait. Et en fait, moi, tout vient d'une maladie auto-immune en fait, qui s'est déclenchée, donc, qui a fait ce qu'on appelle une hépatite auto-immune fulminante aiguë. Donc j'ai eu le top du top. Et puis, en une dizaine de jours entre ma prise de sang et la greffe, c'était fait, quoi. Et donc, tu as eu de la chance d'avoir quelqu'un qui peut te donner tout de suite en fait, pour te faire un petit peu l'histoire, au bout de 3-4 jours, j'ai commencé déjà à perdre un petit peu la tête, puisque quand le foie fonctionne plus, tu fais ce qu'on appelle une encéphalopathie, que vous devez bien connaître. Donc, en gros, tu as une accumulation de toxines que le foie ne filtre plus, notamment de l'ammoniac, qui vient perturber tout le système nerveux. Donc, au début, je commence à avoir du mal à écrire sur mon téléphone, et puis au bout d'un moment, tu me demandes quelle année on est, je suis incapable de te répondre. C'est vrai? Ah, mais c'est entre... Le foie, ça peut impacter le cerveau aussi vite. Bien sûr, oui. Tu as un état qui est entre un enfant de 4 ans et Alzheimer, quoi, grosso modo. Et les 3 derniers jours, aucun souvenir. Tu habites seul ou tu es avec quelqu'un? Non, j'ai mon mari, et l'hôpital est à 15 minutes de chez moi. Donc c'était une chance énorme, il était là tous les jours. Mais lui, il m'a vu très dégradée. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte, donc c'était assez perturbant. Il voyait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas quand il te parlait. Et puis, je te dis, au début, c'est moi qui m'en suis rendu compte que j'avais du mal à écrire, mais je commençais déjà à dormir pas mal, etc. Donc, tu as l'état de fatigue qui s'installe aussi. Et puis, très, très vite, ça ne fonctionnait plus. Et je te dis, j'ai trou noir sur les 3 derniers jours. Je n'ai pas eu conscience que j'allais être greffée, en fait. Le moment où on m'a inscrite, j'étais déjà partie très, très loin. On peut en mourir de ça. J'imagine que si tu n'avais pas eu de greffe, là, On en meurt. Ouais. Moi, j'ai été inscrite en super urgence. Donc, en fait, fulminante aiguë, tu disais. Ouais. Donc ça, c'est En fait, ça s'inflamme. Donc, c'est très grave, c'est très, très rapide. Donc, j'ai été inscrite. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de faire quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, ils m'ont inscrite en super urgence. Donc, t'es prioritaire. Le docteur parlait tout à l'heure des scores. Donc, t'es prioritaire si un foie se libère. Ouais, t'es en top de la liste, tu remontes dans la liste. Tout de suite. Exactement. T'es en 1. Premier foie qui arrive, c'est... Waouh. Voilà. Il venait d'où ton foie? Je ne sais pas. On n'explique pas si c'est un accident? Non, tu ne sais pas? Aucune information. Non. Voilà. Je sais qu'il vient. C'est anonyme. Et... C'est volontaire, ça, ouais? Tout à fait, tout à fait. C'est volontaire. Ne sait pas qui l'a donné. Les médecins le savent? Non. Non plus, ouais. Non. L'équipe chirurgicale ne sait pas. Donc. C'est quoi je vais te poser la question la plus importante. C'est quoi la cause? Pourquoi tu as eu ça? Alors en fait. Bien 3 jours avant, tu disais, même un jour avant. Mais du coup, moi, c'est donc une maladie auto-immune qui s'est déclenchée, donc hépatite auto-immune. Comme on sait, tout ce qui est maladie auto-immune, c'est géré beaucoup par les émotions, etc. Il n'y a pas vraiment d'explication factuelle de tout ça. Moi, j'ai aucune trace de maladie auto-immune, de maladie du foie dans ma famille. Et alors, c'est mon analyse personnelle, mais que mon médecin acquiesce, c'est que j'étais en train de faire un burn-out avec la charge de travail. Et ça faisait quelques semaines. Tous les jours, je discutais avec une collègue, je lui disais, je suis en train de faire un burn-out ou je vais faire un burn-out. Et en fait, quand tu es dans le truc, t'avances, il y a du boulot, tu fais ce qu'il y a à faire. Et en fait, mon corps a dit, t'es pas capable de t'arrêter, voilà, moi je t'arrête. Bon. Et ça s'est fait vraiment tout de suite. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont trouvé un foie en 48 heures entre l'inscription sur la greffe
et l'inscription sur la liste et la greffe. Et le jour où j'ai été greffée, j'étais censée être mise en coma artificiel, donc pour préserver les organes. Donc j'ai eu, dans mon malheur, énormément de chance sur tout le déroulé. Incroyable. C'est une chance, 48 heures aussi. C'est une chance, mais quand j'entends cette histoire merveilleuse, je me dis qu'on vit dans un pays où le système marche bien quand même. Ouais. Et il faut peut-être rappeler que tout ceci est régulé, géré par un grand chef d'orchestre qui s'appelle l'Agence de la biomédecine. C'est une agence d'État où il y a des tas de médecins, de personnel qui gèrent tout ça. Il y a un foie là, il y a une indication là, il y a un truc, il faut mettre en super urgence. Enfin, c'est terriblement compliqué, mais c'est redoutablement efficace. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à sauver les gens. Et donc ça, c'est avec le burn-out, vous confirmez, ça peut arriver? Non, je confirme pas. Voilà, on ne peut que constater. Il y avait une insuffisance hépatique aiguë gravissime, une hépatite fulminante. Il se trouve que vraisemblablement c'est d'origine auto-immune. Alors est-ce que c'est le burn-out? C'est possible, c'est possible. La grande fatigue qui a été le starter de tout ça, c'est tout à fait possible. Malheureusement, on n'aura jamais la possibilité de le démontrer, mais c'est tout à fait possible. Là, donc, est-ce que tu as un nouveau foie entier? Ouais, c'est gros? Ouais, c'est le plus gros organe du corps humain. C'est le plus gros organe du corps humain. Est-ce que maintenant, tu dois faire attention à certaines choses? Oui, alors Est-ce qu'ils te disent pas d'alcool avec un Alors, foie? pas d'alcool ou de manière très exceptionnelle, mais par principe, je vois pas trop l'intérêt de se remettre en danger. Voilà, Ouais. pas d'alcool, un traitement à vie forcément, puisque du coup, il faut des anti-rejets pour que le corps... Ah, c'est à vie ça après? Ouais. Alors, je pense que ça dépend un petit peu des traitements, etc. Mais moi, ça fait 2 ans et demi, donc c'est assez récent, entre guillemets. Et moi, j'ai un traitement, donc je dois prendre toutes les 12 heures. Et il faut que ce soit hors fixe, puisque du coup, tu as un taux dans le sang. Dans le sang qui te permet de réguler la réaction de rejet du corps. C'est incroyable. Et là, tu n'as aucune différence avec avant? Non. Tu ne sens pas la différence d'un organe greffé de ton organe original? Non, j'ai juste une cicatrice et après... Bon, aucune sensation. Je n'ai jamais eu la sensation physique d'avoir quelque chose en plus. Et par rapport à ce que peuvent vivre certaines personnes, j'ai eu la chance de ne jamais avoir eu l'impression psychologique d'avoir quelque chose qui ne m'appartenait pas. Donc, ce qui m'a permis aussi, je pense, d'accepter un peu plus rapidement. Qu'est-ce que ta vie est-ce que tu as fait évoluer ta vie? Qu'est-ce que tu as changé depuis? Complètement. Alors, je me rappelle, c'est bizarre parce que du coup, je n'ai aucun souvenir des jours avant, mais je me rappelle très bien de la première fois où j'ai été consciente quand je me suis réveillée, ne sachant pas tout ce qui s'était passé, puisque j'ai appris ma greffe à mon réveil. J'ai eu énormément de mal à le croire. On a dû me montrer la cicatrice, etc., pour que j'accepte un petit peu ce qui s'était passé. Et la première fois que je vois mon mari, donc on discute péniblement, mais un petit peu quand même. Et la première phrase que je lui dis, c'est « Je veux pas qu'on revive la vie d'avant ». C'est-à-dire que mon cerveau, tout de suite, j'ai compris que j'avais fait trop... travaux, boulot, on profitait même pas de tout ce que ça générait puisque c'était non-stop. Donc du coup, je me suis dit ok, grosse remise en question. Je veux travailler différemment, je veux vivre différemment, je veux remettre les priorités aux bons endroits. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir changer de direction professionnelle. En quoi ça t'a aidé à trouver ton nouveau business? Tu disais tout à l'heure, ça m'a aidé. Alors en fait, moi, quand je me suis retrouvée chez moi, puisque quand tu as une greffe, tu es immunodéprimé. Et les premiers mois, tu es très sensible. Donc tu vois, moi, quand on venait me voir à l'hôpital, c'était gants, masque, calotte, tablier, etc. Donc tu étais un petit peu confiné chez toi, en fait, les premiers mois. Donc tu as une période de 6 mois qui est un petit peu cruciale. Donc tu peux pas trop sortir, tu peux pas avoir de gens, tu manges pas vraiment ce que tu veux. Et puis j'ai eu besoin, que ce soit physiquement ou psychologiquement, parce que ça a été du coup très, très rapide, j'ai eu besoin de me recréer un environnement confortable. Et j'ai des amis qui savent que je suis un petit peu hyperactive, qui m'ont offert plein d'activités manuelles, dont des kits pour fabriquer des bougies, qui étaient quelque chose qui me plaisait déjà avant. Et donc j'en ai fait plein pour moi, pour me recréer un petit peu mon cocon. Et puis petit à petit, c'est devenu une passion. J'ai travaillé longtemps dessus. Et sachant que je voulais changer de voie professionnelle, j'ai dit ok, j'ai pas grand-chose à perdre. Je me rends compte que tout peut arriver très vite. Donc, du coup, je me suis lancée et j'ai créé mon entreprise de parfums d'intérieur après beaucoup de formations techniques. En fait, j'avais besoin que ce qui
s'est passé ne se soit pas passé en vain, parce que ça n'a pas de sens en fait ce qui s'est passé. J'étais en bonne santé, j'avais pas une mauvaise hygiène de vie, j'avais vraiment besoin de me dire mais en fait ça a servi à quelque chose et j'avais besoin de boucler la boucle, donc j'ai tout de suite voulu mettre ce sujet dans mon projet professionnel et donc du coup voilà, ça m'a permis un petit peu de redonner très peu de ce que j'ai reçu. Mais t'es reparti grâce à ça. Ouais, on se sent utilisé. On se sent. En fait, moi, je me suis sentie extrêmement redevable envers tout le monde. La famille du donneur, forcément, mon donneur, les médecins, les infirmiers, les agents d'entretien. Enfin, j'ai eu tellement de gens qui ont tout mis en place pour que j'en arrive. Tu vois, aujourd'hui, tu me croises dans la rue. Tu peux pas le savoir. Jamais, mais même il y a un an, c'était pareil. Santé, là. Et du coup, je me suis sentie vraiment redevable. Enfin, c'était impossible de ne pas faire quelque chose pour ça. Même si tu as les yeux jaunes, par exemple, tu as des problèmes de foie, après une greffe, hop, le jaune repart. Tu redeviens, comme vous le disiez avant, complètement. Complètement. Et quand j'entends Margot, je me dis que toutes les équipes de greffe sont heureuses de faire le métier qu'elles font parce que c'est vraiment formidable de l'avoir comme ça. Je vais terminer. Vous êtes le président du comité scientifique du fonds de dotation Nominoé, lancé en 2014. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste, si on peut en parler. Ça veut dire que à l'hôpital, dans les CHU, là où se font les transplantations, en France, on a une chance extraordinaire. C'est top niveau, on fait de la science, les malades sont très très bien pris en charge. Vraiment, on a un système de santé formidable. Il faut le dire. Qui ne coûte rien, enfin rien directement. Et ça, c'est pas partout. C'est pas partout. C'est pas le cas partout. Et non seulement ça nous coûte rien, mais on a des soins d'une qualité exceptionnelle. Mais il nous est apparu qu'il y a une chose dont on s'occupait peut-être un petit peu moins, par faute de moyens, c'est du bien-être des malades à l'hôpital. C'est-à-dire, techniquement, c'est formidable, tout ça, mais leur bien-être, le fait de pouvoir... par exemple, on est dans une grande opération pour acheter des masques de visio là. Oui, VR. Oui, c'est ça, VR. Parce que quand on est plongé là-dedans et qu'on vous fait un pansement, vous sentez rien du tout, donc c'est formidable. Ça, c'est pas l'hôpital qui paye ça, donc il fallait qu'on trouve des sous. Et on a donc créé ce fonds de dotation pour récolter des fonds. Et pour pouvoir nous occuper, nous concentrer sur le bien-être. Alors le bien-être, ça va depuis le masque, bien sûr, mais ça passe aussi par les systèmes de décoration des pièces où on accompagne les gens qui sont en fin de vie. Ça va. C'est utile, quoi. Bien-être. C'est des choses qu'on ne voit pas quand on est un grand technicien et qu'on a le nez dans le guidon tous les jours. Et on a besoin vraiment des dons et tout ça. Des dons. On a besoin des dons pour le faire et les patients, les malades, ne retiennent que ça, finalement. Parce que la technicité, ça leur échappe un peu. Souvent, ils ne savent pas ce qui est arrivé, ils ne savent pas comment ils se réveillent, ils ne savent pas... Mais le fait de se sentir bien, d'avoir à leur disposition des choses faciles, pratiques, qui vous changent le quotidien à l'hôpital, c'est 90% du boulot. Je mettrai le lien, il y a un lien pour le site. Oui, il y a dans la description. Si ce serait formidable, oui, bien sûr. Avec plaisir, vous êtes là. On va en profiter. Voilà, dans la description, c'est utile en plus. Donc, si vous pouvez donner un petit peu, c'est toujours. Là, c'est vraiment pour le bien-être à l'hôpital. Donc, c'est quand même voilà, pour la bonne cause. Je mettrai le lien dans la description, pareil YouTube, et le lien de la description sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast. Donc, peu importe la plateforme, vous aurez à chaque fois dans la description le lien du site de Nominoé. Comme ça, si vous voulez donner et puis apporter un peu de moyens pour tout ça, c'est utile. Oui. Je vous ai pas demandé, vous parliez de la fin de vie. Est-ce qu'il y a eu un décès, vous savez que vous étiez affecté parfois, faut être concentré. Est-ce qu'il y a un décès qui vous a marqué encore aujourd'hui? Oui, mais c'était pas en transplantation. C'était en chirurgie du foie. C'est-à-dire, il fallait qu'on puisse enlever une énorme tumeur du foie et il n'y avait qu'une seule façon de le faire, c'était d'aller ôter le foie du malade, le mettre sur une table à côté, le réfrigérer, l'opérer sous microscope pendant quelques heures, et puis le remettre. C'est ce qu'on appelle la chirurgie ex vivo. En dehors du vivant. J'avais parlé avec la famille. J'étais persuadé qu'on allait faire quelque chose qui rendrait service, et puis... C'est une femme formidable et on a tout donné et ça n'a pas marché.
Elle est décédée et vraiment, ça a été pour moi une défaite. Je l'avoue. Tous, ouais. Comme ça. Mais j'étais profondément affecté par le malheur de la famille, qui étaient vraiment des gens formidables. Et puis il y en a eu d'autres. Hein. Je me souviens d'un petit qu'on avait greffé, qui avait quelques mois, donc il ne savait même pas qu'il existait. Mais on l'a greffé, ça n'a pas marché. Mais ce sont des moments terribles, terribles. Ça dure dans le temps, vous savez, c'est comme ça. Oui, ça se met quelque part et ça s'en va pas. Oui. C'est comme si on est groggy pendant des jours et des jours. Et là, vous avez pris votre retraite. Oui. Là, on parlait justement d'aider les autres, avec le petit ruban vert. Est-ce que vous, par exemple, en Algérie, est-ce que parfois vous allez former les médecins Oui, absolument. Vous êtes né là-bas Absolument. Je suis né là-bas et j'ai un immense plaisir à retourner là-bas et à former des équipes. J'ai créé 3 centres de greffe de foie là-bas. Ce sont des greffes à donneurs vivants, apparentés. C'est la famille. Un frère, une sœur, un père, une mère qui donnent aux malades. Les familles sont en général beaucoup plus vastes, beaucoup plus grandes et une mentalité plus généreuse, il faut bien le dire, qu'en Europe, sur le vieux continent. Et donc, j'ai créé comme ça 3 centres de greffe qui, je l'espère, seront capables de fonctionner tout seuls. Mais j'y vais régulièrement pour aider, pour former, pour donner des conseils. C'est très différent des opérations en France ? Est-ce qu'il y a des méthodes différentes ? Franchement, oui, c'est très différent. Très différent. Il y a moins de moyens, bien sûr. Et là, il faut faire attention à tout. Même à l'impossible, il faut être sur le qui-vive. Sur le qui-vive sans arrêt. Savoir tout ce qui se passe. Voilà. Gros moment de stress, mais bon. Voilà. Il faut faire plus attention, c'est ça, parce qu'il y a moins de moyens. Il faut faire attention à tout, et c'est des équipes qui n'ont pas l'habitude, mais très bons chirurgiens, hein, des gens généreux, des gens dynamiques, mais qui ont moins d'expérience que nous. Et à Rennes, c'est une petite histoire comme ça très drôle, c'est que j'ai un des donateurs de Nominoé, et qui en est un des grands donateurs, un industriel dans les travaux publics, qui me dit un jour ce que tu fais, c'est formidable, tout ça. Je lui dis, écoute, viens avec moi si tu veux. Parce qu'il me semblait que c'était important que ceux qui donnent pour la cause puissent voir un petit peu quel était notre métier. Et c'est comme ça qu'on a fait Rennes-Alger dans son avion privé pour aller greffer. Donc on est arrivé à vendredi, en fin d'après-midi, toute la journée de samedi, ça a duré 12-13 heures, on a greffé. Donc il faut faire le prélèvement chez le donneur, la greffe chez le receveur. Il n'a pas participé, hein, il ne faisait que regarder, je rassure tout le monde. C'est quelqu'un de connu en France, nationalement sans dire qui c'est. Oui. Un monsieur connu, un monsieur connu. Et qui donne de manière discrète. Et qui aide de manière discrète mais efficace. Parce qu'on a pu revenir le lendemain soir, on est revenu à Rennes, il était 3h du matin. On avait fait donc en 24 heures, on avait fait Rennes, Alger, une greffe de foie à donneur vivant toute la journée. On avait pris le temps quand même de manger un petit peu vers 11h du soir, et puis on est reparti sur Rennes. C'est des moments absolument extraordinaires. Il a prêté son avion, sympa. Il a prêté son avion. Ouais. Et c'est un industriel breton ? Et c'est un industriel breton. Et il y en a beaucoup en Bretagne, et ils sont tous formidables. Exactement. Il y en a pas mal en Bretagne. Il y en a beaucoup, et ce sont vraiment des gens. J'ai découvert un monde avec Nominoé. Donc moi, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Mon monde, c'est le bocal de l'hôpital. Hein. On n'en sort pas. Je pense avoir fait comprendre que c'était tout le temps. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'intelligence, beaucoup de travail, beaucoup d'ingéniosité ailleurs qu'à l'hôpital, et que c'était 2 mondes qui ne se connaissaient pas. Alors, j'ai permis à mon équipe de découvrir ce monde-là, parce qu'il y a plein d'intelligence, il y a plein de choses à apprendre, mais j'ai ouvert aussi un petit peu, quelque part, l'hôpital à ce monde qui n'a jamais imaginé que l'hôpital était fait que pour... voilà, on y entrait, on n'en sortait peut-être pas, mais en fait, je pense avoir fait passer le message, en tout cas en Bretagne, que quand on entre à l'hôpital, c'est pour être guéri et pour en sortir en bonne santé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer ? Pour la suite, là, vous venez de prendre votre retraite, vous avez bien bossé, vous avez des belles choses. D'être capable de continuer d'enseigner. C'est ce que j'ai préféré dans ma carrière.
j'étais professeur des universités, donc je faisais de la recherche clinique, de la recherche expérimentale, mais surtout j'avais un devoir d'enseignement, de faire savoir, de faire connaître la connaissance que j'avais acquise. Transmettre, exactement. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie, je pense. Hein, et je souhaite pouvoir continuer encore longtemps à le faire. Bon, je mettrai le lien Nominoé dans la description. Merci à tous. Merci Margot d'être venue jusqu'à nous de Bordeaux. Et merci Karim. C'est un plaisir aussi de vous rencontrer. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Voilà, on met 3 émissions au documentaire chaque semaine, tous les mercredis, vendredis et dimanches. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les gens. Ciao tout le monde.